Bonjour, est-ce que je vous souhaite vraiment la bienvenue à l'Institut Egmont pour une conférence sur un sujet qui, je crois, qui suscite l'intérêt dans le monde entier. Euh, Nous avons vraiment l'honneur, le plaisir et l'honneur de pouvoir accueillir trois experts, je dirais même internationaux, sur le sujet. On va commencer avec M. Erik Breland, qui a été, donc, qui est un enfant de Colombie, en fait, et qui est émigré en Belgique, qui est en exil en Belgique depuis le début des années 80, si je me souviens bien, et qui est devenu journaliste spécialisé dans le secteur économique, dans le secteur minier, aussi au Congo, dans la revue Trends, où il avait sorti à l'époque une série d'articles qui ont fait beaucoup de bruit, et c'était parmi les premiers articles qui ont été publiés, les premiers articles d'analyse ce qui se passait dans le secteur minier au Katanga, à partir de la fin, en fait, du régime de Mobutu. Bon, cela n'y a pas porté vraiment bonheur, euh, mais maintenant, et après, il a publié un livre qui a aussi fait, qui est un excellent livre qui a été fortement commenté, donc le Cobalt Blues, que vous connaissez sans doute. Il y a une version néerlandaise, une version française. Euh, c'est d'ailleurs peut-être la dernière occasion pour le voir, sauf si vous allez en Indonésie, parce qu'il est sur le point de quitter la petite Belgique pour la grande Indonésie. Mais nous avons vraiment la chance qu'il est encore disposé à venir faire un exposé chez nous. Donc, merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a M. Brieuc de Bontrede, je ne sais pas comment prononcer votre nom avec un accent français, euh, qui a fait un travail de terrain très important sur le déplacement des communautés locales au Katanga, donc d'autant plus particulièrement dans le grand site Tenke Fungurume, qui a aussi publié un livre, la République démocratique du Cobalt, avec un témoignage des photos sur son expérience locale. Euh, et finalement, on a Mme Liz Cassens, qui est quelqu'un que je ne dois plus vous présenter, je crois, parce que je crois qu'il n'y a que le pape qui est plus connu qu'elle quand on parle de secteur minier. Euh, et en fait, Mme Cassens est quelqu'un qui a fait un travail, bon, je peux le dire ici quand même, vous l'êtes au courant, mais je peux vous le répéter, quelqu'un qui a fait un travail incroyable au Congo pour stimuler, créer, organiser l'expertise sur le secteur minier. Je crois que c'est en grande partie à cause de son travail, notamment quand elle a établi le bureau du centre Carter à Lubumbashi. C'est elle qui a quand même été une des figures les plus importantes à l'origine de la société civile experte sur le secteur minier au Congo, une société civile qui est devenue vraiment très compétente et qui pèse aussi sur la politique. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui a le Congo à cœur, et surtout pour que ça change pour le bien du pays, c'est bien, c'est bien Mme Cassens. Donc, merci beaucoup. Vous avez pris le temps de venir jusqu'ici, malgré vos multiples occupations, comme on dit. Euh, alors, je crois que malheureusement, elle n'a pas encore publié ses livres, mais je crois que ça va venir. Il y a encore beaucoup de rapports. Je crois que les livres vont venir peut-être après votre retraite, mais on les espère toujours quand même. Euh, bon, on va donner la parole à M. Brennan. Il va commencer en nous replongeant un petit peu dans l'histoire et je crois de voir un peu quelles sont les chances, les opportunités qui ont été là, mais qui ont peut-être été ratées dans la sécurité au Congo. Donc on parle avec quelqu'un qui a vécu les choses aussi sur place. Bonjour tout le monde. Oui, on va bien sûr focaliser sur l'actualité d'aujourd'hui. Quelle est la situation des mines? Et là, je n'aime pas le mot expert, mais dans ce cas-ci, probablement que Elisabeth et Brieux, qui connaissent très bien le terrain, vont pouvoir nous parler plus de l'actualité. Moi, je vais faire une petite introduction sur comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle. Donc oui, je suis né à Kolwezi, donc tout à fait dans le bassin minier. J'ai vécu 25 ans au Katanga, puis je suis devenu journaliste chez Trends. Et donc j'ai passé ma jeunesse au Katanga, qui est le moteur économique du Congo, comme tout le monde le sait. Et voilà, maintenant je vais passer mes 2 jours en Indonésie. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre l'Indonésie et le Congo. Ce sont 2 pays qui ne viennent pas très vite dans les médias, sauf quand il y a une catastrophe ou
j'ai oublié de fermer mon téléphone. Donc, il y a des catastrophes ou des nouvelles négatives parce que, bon, ils n'ont pas été colonisés par l'Empire britannique ni par la France, mais par tous les deux, ils ont été colonisés par des petits pays. Des petits pays, mais quand même, qui ont colonisé des géants à dimension subcontinentale. Ce sont des pays très similaires, tropicaux, la même végétation, la même agriculture, toutes deux munies de richesses minières. Euh, et aussi, Mobutu a été parachuté par la CIA et Suharto, le président Suharto, a été parachuté aussi par la CIA. Ils ont été au pouvoir à peu près tous les 32 ans. Mais quand même, il y a une grande différence. L'Indonésie, sous Suharto, bien sûr, c'était une dictature, mais on l'appelait le miracle asiatique à l'époque déjà. Elle avait une croissance économique de 5% soutenue. L'infrastructure dominée par la famille Suharto ou les cronies, bien entendu, mais elle existait. Des ports, des aéroports, des autoroutes, des écoles jusque dans les confins du pays. Et il y a en fait, il y a la très grande différence avec le Congo, c'est qu'il y a vraiment un sentiment national, bien que au Congo, ça existe aussi, mais il est très puissant en Indonésie parce que ils ont connu une guerre de libération qui a quand même coûté 100 000 personnes, 100 000 morts, ce qui fait qu'il y a une armée nationale qui tient le pays. Après, en 97, après la crise asiatique, la dictature est tombée. Et ce qui est intéressant, c'est que la dictature est tombée non par un régime change de nos amis américains, piloté par nos amis américains, mais par la population locale elle-même. Et depuis lors, bon, il y a une démocratie qui fonctionne. On n'entend pas beaucoup, mais l'alternance se fait. Le développement économique se fait, il y a une presse relativement libre. Bien sûr, il y a de la corruption, mais il y a de la corruption, je crois, ici aussi. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un pays qui fonctionne très bien. Et ce qui est surtout très important, c'est qu'ils savent gérer leur richesse minière. Donc, au Congo, Freeport-McMoRan, hein, la grande entreprise minière, a quitté le Congo, mais elle est toujours en Indonésie, où elle a la deuxième mine importante de cuivre au monde, à Grasberg. Et là, les autorités indonésiennes, qui détiennent toujours 51% dans cette mine, ont renégocié les contrats en faveur de la population. Donc, revoir des contrats léonins, c'est absolument possible. Il faut avoir une volonté politique, c'est tout. Alors, ils travaillent maintenant, ces dernières années, il y a beaucoup d'investissements chinois, comme au Congo, mais les Indonésiens font tout pour obtenir une valeur ajoutée maximale sur place. Donc, on n'exporte pas des matières brutes. Hein, donc, Indonesia used the Chinese industrial investments to turn the nickel into gold. Parce qu'en général, donc ils développent le nickel. Bon, ils n'ont pas le cobalt, mais ils ont l'étain, etc. Donc, toutes ces matières qu'on a besoin pour la transformation énergétique. Mais ils obligent leurs partenaires chinois à produire des batteries locales, à produire même des véhicules électriques localement, made in Indonesia. Voilà, c'est toute la différence avec le Congo. Ce qui est important aussi, c'est qu'en 92, Suharto a refusé, a dit aux Hollandais, nous n'avons plus besoin de votre aide
aide au développement. Et ça, c'est très important parce que donc, il n'y a pas ce sentiment de victimisation. Oui, le roi hollandais est allé s'excuser à Jakarta, mais tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici avec ces histoires? On n'a rien demandé. Les Indonésiens regardent le présent, regardent l'avenir. Pour eux, les partenaires occidentaux, ce ne sont pas des donateurs, mais ce sont des partenaires commerciaux. Donc, le résultat, c'est que euh, ils ont nationalisé des entreprises coloniales, mais ce sont devenues des entreprises étatiques ou des conglomérats privés qui maintenant deviennent vraiment des multinationales qui sont en train de s'implanter aussi en Afrique. Donc voilà toute la différence. Et on se demande alors pourquoi est-ce que ce que l'Indonésie parvient à faire, pourquoi est-ce que le Congo ne parviendrait pas à le faire? Ce qui m'emmène, donc la relation par exemple avec les Pays-Bas, l'ancien colonisateur, ce sont des relations comme il y en a avec le Canada ou avec le Pérou ou avec le Chili. Donc il n'y a pas de relation privilégiée, on ne parle pas des NOCO et puis des bêtises. Donc ce sont tout simplement des relations correctes avec des partenaires internationaux. Ce qui emmène aux relations belgo-congolaises qui ont toujours fonctionné en dents de scie, on sait ça, hein, haine, amour, l'histoire des locaux. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a eu une succession d'occasions manquées. Donc, on commence avec l'indépendance en 60, avec la sécession katangaise et le jeu double de Bruxelles. Puis, il y a eu Mobutu qui, en 66, a voulu faire ce que Nasser a fait, ce que tout le monde a fait dans ces pays-là, Nehru en Inde et tous les autres. Donc, il a voulu nationaliser l'Union minière du Haut-Katanga, de la Société Générale. Il a même été plus loin, il a proposé à la Belgique de former une joint venture. Donc, l'Union minière Congo, 50% l'État congolais, 50% la Société Générale de Belgique, pour l'exploitation minière et une union minière métallurgique où le Congo n'aurait eu que 18%, qui faisait la commercialisation, qui aurait fait la commercialisation des produits miniers. Et la Belgique, dans toute son arrogance, la Société Générale a refusé. Donc, supposer qu'on était arrivé à faire cela, nous aurions eu aujourd'hui une multinationale belgo-congolaise et probablement une multinationale euro-africaine, au lieu d'avoir une dépendance phénoménale pour ces matières premières nécessaires pour la transformation, pour la transition économique de la Chine. Donc voilà encore une occasion manquée, parce qu'on aurait pu faire de l'Union minière à l'époque, qui était à l'époque la troisième entreprise minière au monde, ne l'oubliez pas. Elle aurait pu faire ce que Botswana est devenu au Botswana avec De Beers et dans le diamant. Donc voilà une occasion ratée, terrible. Conclusion, Mobutu a dit, bon, ben, si vous ne voulez pas partager ensemble les richesses, eh bien alors nous nationalisons, ce qu'il a fait le 1er janvier 1967. Et là, bon, la Belgique ne l'a jamais pardonné. En plus, la Société Générale, comme les Congolais n'avaient pas les moyens financiers ni les moyens techniques, ils ont eu des accords avec la Société Générale qui étaient déjà à l'époque des accords léoniens. Donc, la Belgolaise qui finançait à des taux phénoménaux, la Société Générale des Minéraux qui faisait la commercialisation des minéraux et qui ramassait le plus pour se remplir les poches, déjà à l'époque. Et l'exploitation se faisait par des contrats d'assistance technique. Robert Crème, qui était le PDG à l'époque, qui venait de l'Union minière, qui est passé à la Gécamine, a essayé de corriger en faveur du Zaïre à l'époque, dans les années 80, tous ses contrats avec la Société Générale de Belgique.
Mais bon, entre-temps, il y a eu la zaïrianisation de beaucoup d'entreprises, donc la rancœur belge de l'establishment belge envers le Zaïre était encore plus grande qu'aujourd'hui. Quand je dis ça, on m'accuse d'être moboutiste. Hein. Moi, je suis. Nos plantations ont été nationalisées, on n'a jamais vu un franc. Maintenant, c'est la brousse. Et mon père a été arrêté 3 fois sous Mobutu, donc je n'ai rien à voir avec Mobutu, mais bon, soit la réalité peut être dite aussi. Donc, Robert Crème a essayé de renégocier ses contrats. Ça n'a pas marché. Puis bon, alors, fin des années 80, il y a eu les accords de Rabat pour une remise de dette, pour repartir. Mais bon, ça n'a pas marché non plus. On a pris prétexte des incidents de Lubumbashi sur le campus de Lubumbashi pour en faire le massacre de Lubumbashi, avec plus de 200 morts. Résultat, la Belgique a déclenché le boycott international, les sanctions, et donc ce qui restait déjà de fragile de l'économie congolaise s'est effondré. Donc en 1990, l'économie moderne faisait 80% de l'économie du Congo. En 96, donc 5 ans plus tard, c'était la moitié. Donc, et puis encore plus tard, fin des années 90, 80% de l'économie était une économie informelle. Alors, sous la pression de la Banque mondiale et du FMI, on a appliqué le mantra de l'époque, donc la privatisation à tout prix. Kengo Adondo, à l'époque le Premier ministre, a commencé, c'était la fin du règne de Mobutu, mais encore sous Mobutu, a commencé à négocier avec les grandes majors une privatisation du management, pas des actifs. Mais alors bon, Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa, bon, à ce moment-là, Mobutu puisait dans la caisse pour faire tourner sa boutique, pour ainsi dire. Mais les Kabila, ben, ils n'ont pas puisé dans les caisses, ils ont tout simplement pris les caisses. Et donc, on a privatisé la Gécamine, l'outil de la Gécamine. Bon, à l'époque, oui, elle ne fonctionnait plus. C'était déjà un machin qui ne fonctionnait plus bien. Elle avait 2 milliards de dettes, et ce qui n'était rien, c'était du peanuts comparé à tout ce qu'il y avait encore dans le sous-sol. Donc, à l'époque, Monsieur Forest, que j'ai très bien connu, avait proposé que la Belgique, les sociétés d'investissement flamandes, la GIMF et la SOAGEF wallonne, prennent 50% chacune dans la Gécamine, mais bon, cela n'a pas marché. Et alors, bon, on est parti, on est glissé vers l'enfer. Donc, le pillage généralisé, on a débaissé la Gécamine, qui était un ensemble de centres miniers Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, très bien coordonnés. On aurait pu remettre tout ça à flot. Robert Crème, qui avait déjà 80 ans à cette époque-là, a mobilisé tous les anciens contacts, les Majors, les Nations Unies, parce qu'il y avait les rapports sur le pillage des matières premières au Congo. Il a mobilisé les Congolais, il a écrit à Kabila pour faire un consortium international avec les grandes majors, le BHP, Dodge et tous les autres, pour refaire de donner le management à un consortium international sans privatiser les actifs. Bon, tout le monde s'y est opposé. Il y a eu la Banque mondiale qui a nommé International Mining Consultants, un bureau de consultation minière, qui avait proposé de faire de la Gécamine quelque chose comme Codelco, le grand groupe minier au Chili, qui est 51% l'État chilien, et qui fonctionne à merveille. Donc, tous ces modèles ont existé, mais le plus important, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est qu'entre-temps, la société civile était mobilisée. Il ne faut pas oublier que les ingénieurs, le management des Congolais
de l'AG Camino, c'était des gens qui étaient très, très bien formés à l'époque. Il n'y avait pas, les jeunes allaient dans des écoles techniques réputées. Aujourd'hui, ce sont des creuseurs qui vont mourir dans les tunnels. Mais à l'époque, il y avait des écoles techniques. Il y avait l'université de Lubumbashi, l'Afrique du Sud, la Zambie, même l'Australie et le Canada venaient recruter des ingénieurs congolais pour leurs mines. Et ces gens qui avaient des expériences au Canada ou en Australie et tout ça, tous ces gens se sont opposés contre cette privatisation sauvage, ce pillage de la GKMI. Mais bon, la diplomatie belge prétendait défendre les intérêts économiques du Congo. Je l'avais compris très bien, moi, je ne suis pas un expert. Et enfin, le résultat, c'est que tout s'est effondré et on a eu donc un consortium d'aventuriers et de pilleurs professionnels, les Gettler, les Kazakhs, Croatian National Resource Corporation, Glencore, qui était un trader. Donc, c'était tous des gens, à part Glencore, qui avait les autres, c'était tous des gens qui n'avaient ni les moyens financiers, ni les moyens techniques pour faire marcher un ensemble gigantesque comme cela. Voilà, je pense que ça, je vous ai planté le décor, comment on est descendu aux enfers, exploiter des mines gigantesques à ciel ouvert ou souterraines comme il y en avait au Congo, ça exige une planification sur 30 ans, 30, 50 ans, au lieu de creuser des tunnels comme le fromage de Gruyère, des histoires de gens là. Enfin, ce qui s'est passé là-bas, c'est complètement absurde et on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Voilà, je vais m'arrêter ici. Brieux, tu as été récemment sur le terrain. Oui, donc, je parle, je connais surtout Tenke Fungurume, qui ne faisait pas partie de la GKMIN, mais qui était un gisement le plus important du Katanga, qui est passé des Américains dans les mains des Chinois. Et voilà, je te laisse la parole et ensuite, Elisabeth nous éclairera sur la situation actuelle. J'ai cru comprendre qu'il y a quand même, que tout n'est pas désespérant. Il y a quelques lueurs d'espoir, peut-être quand même, dans les évolutions actuelles. Mais bon, on a quand même raté des très grands très de belles occasions. Brieux, à moins que le président. Le président non, mais il y a juste quelque chose que j'ai oublié de dire. Pour les participants en ligne, s'il y a moyen aussi de couper le micro, parce qu'on a parfois des problèmes de bruit. Donc, vous pouvez bien fermer le micro. Et s'il y a des questions, je crois que la procédure la plus facile, c'est que vous mettez les questions sur l'espace qui est prévu, le Q&A. Comme ça, on peut les traiter l'une après l'autre. Bon, maintenant, merci beaucoup. Je vais donner quelque chose de place. Ah oui, ok. Ça va être plus facile. Eh bien, merci Eric, merci à l'Institut Egmont. Je suis très honoré d'avoir été invité et surtout à côté de Madame Elisabeth Kessens et Eric Brueland que je connais aussi. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que quand j'étais en train de terminer l'écriture de mon livre, je suis tombé sur le livre d'Eric Brueland et qui a fait écho à certaines choses que je partageais dans mon livre. Et donc, je l'ai contacté pour qu'il soit un de mes premiers lecteurs. Et voilà, il a eu un truc très positif, il m'a encouragé à le faire publier. Et donc voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors, donner un peu de contexte, j'ai travaillé donc, pendant 4 ans à Tenke Fungurume Mining, à l'époque où c'était détenu et opéré par Freeport McMoran, donc l'entreprise américaine, donc à partir de 2013 et jusqu'en 2016. Puis en 2016, j'ai travaillé sur une étude sur le travail d'enfants dans une mine artisanale aux universités américaines. Et puis je suis retourné à TFM alors que c'était repris en 2017-2018 par CIMOC, donc l'entreprise chinoise. Donc j'ai vu déjà l'évolution à l'époque.
je travaillais après sur d'autres sites miniers en Afrique de l'Ouest. Ce que je faisais à TFM, c'était vraiment le processus de réinstallation, d'acquisition des terres, dans le respect des normes de performance internationales. Donc, TFM s'était engagé avec des ambitions sociales et environnementales, en tout cas sur papier et sur le terrain. Il faut dire qu'ils mettaient les ressources où il fallait pour que il soit effectivement un bon voisin pour les populations locales. Évidemment, avec des défis que je vais vous partager. Quand j'étais là-bas, il faut savoir, j'étais toujours avec mon appareil photo et donc je vais vous partager mon expérience que j'ai partagée ici dans le livre aussi à travers des photos. Je trouve que c'est toujours plus facile aussi de se plonger dans un contexte qui est quand même assez particulier du Congo. On est assez loin du Congo ici, mais parfois même quand on est à Lubumbashi, on est quand même assez éloigné de la réalité d'un site minier et donc ça permet vraiment de se plonger là-dedans. Et aussi, avant de commencer à montrer les photos, je voudrais expliquer aussi que une des raisons qui m'a poussé à faire ce livre et à le faire à travers aussi des photos et un récit qui soit rendu le plus accessible possible, c'est des questions sur la représentation que je voyais sur le Congo et en particulier sur l'exploitation minière. Je tombais souvent sur des récits, des représentations médiatiques qui mettaient l'accent sur le travail des enfants, l'exploitation artisanale, qui est important. Il faut pouvoir mettre ça en lumière et pour pouvoir adresser, c'est une problématique très importante. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne parle que de ça et on ne parle très peu finalement de l'exploitation industrielle, des impacts aussi de l'exploitation industrielle et toute la dépendance socio-économique qui est créée autour des mines, avec aussi de la part des Congolais, des Congolais qui veulent ou qui ont besoin de l'entreprise minière parce que ça crée de l'emploi, ça génère de l'argent, etc. Avec évidemment tous les problèmes de gouvernance dont Lise va nous parler. Donc je me suis beaucoup questionné sur cette question de la représentation. Et je trouve que cette photo, elle illustre bien. Donc c'est un ami qui partage à ce moment-là Congo Green avec les collines de Fungurumé. Et moi, j'étais dans l'usine de TFM à ce moment-là et je regarde et je vois que c'est pas si green que ça. On voit vraiment l'usine en arrière-plan, évidemment, à travers le prisme du téléphone qui est bien connu pour ces matières comme le cuivre et le cobalt qu'on extrait. Euh, et ça, la photo sur la question de la représentation. Le problème d'une représentation qui est limitée, qui est répétée et qui ne rend pas compte de la complexité de la réalité sur place, c'est qu'en fait, on va imposer une perception, une compréhension de la réalité aux Congolais ou aux personnes qui sont sur place. Et donc, on va penser qu'on comprend le problème, on va venir avec des solutions ici en Europe, aux États-Unis ou quoi, en disant, on vient régler vos problèmes, on a toutes les solutions. Et là, l'idée, c'est de pouvoir comprendre, de retirer chaque brique et comprendre ce qu'il y a derrière chaque brique pour comprendre la réalité dans son ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je vais passer en revue très rapidement comment se passe un processus de réinstallation, d'acquisition des terres à l'époque de Freeport-McMoRan et arrivé aujourd'hui avec. Je suis retourné là en juin, notamment dans le cadre de la Mining Week, pour présenter mon livre et une expérience sociale qu'on a créée autour de mon livre avec un collectif. Et donc, j'ai pu retourner sur le terrain et aller voir aussi les communautés, aller voir les amis là-bas et avoir beaucoup d'échos sur la situation aujourd'hui. Alors, concrètement, on arrive dans un village. On vient annoncer que en fait, la communauté se trouve sur l'empreinte du développement de la mine. Attendez, quelqu'un demande quelque chose. Donc, la communauté se trouve sur l'empreinte de la mine et donc il faut aller annoncer à la communauté que voilà, elle va devoir déplacer le village et aussi évidemment toutes les terres qui sont autour, qui sont adjacentes à la communauté et qui sont dans la plupart des cas cultivées par la communauté ou qui servent de ressources. On vient expliquer concrètement le processus de réinstallation. On vient faire des enquêtes, des groupes de discussion pour comprendre un petit peu quelle est la situation socio-économique, vraiment pour avoir une étude de base de la réalité de la communauté et pour pouvoir, après, lorsque la communauté aura été réinstallée, pouvoir évaluer et déterminer qu'on a à minima restauré et si possible amélioré
le mode de vie de la population. C'est pour ça qu'on fait une enquête de base et on va faire des enquêtes, plusieurs enquêtes au fur et à mesure de la réinstallation et plusieurs années également après. Et tant qu'on n'a pas pu démontrer que la communauté a restauré son mode de vie, ben, il faut continuer à prendre des mesures pour le faire. Et donc, c'est sur quelle initiative l'évaluation du processus d'évacuation et de qui c'est sur l'initiative de l'entreprise minière qui s'engage parce qu'elle a enregistré sur des. Bon, il y a évidemment la réglementation nationale a des exigences aussi en matière de compensation des communautés. Maintenant, ce que fait une entreprise, enfin, pas toutes les entreprises malheureusement, mais normalement, c'est qu'il y a plusieurs standards qui existent. Les standards de la Société financière internationale sur lesquels on se basait sont les standards qui sont les plus connus dans le secteur. Et qui sont souvent utilisés comme référence. Et alors, on va comparer les standards et la législation nationale et on va prendre la réglementation qui est la plus intéressante pour les communautés locales. Donc, voilà, enfin, je donnerai des exemples dans la question-réponse après. Mais voilà, donc pour plusieurs raisons, une entreprise va s'engager à respecter, parce que pour pouvoir obtenir des emprunts, etc., ou parce qu'elle comprend que pour sa réputation locale et internationale, ben, elle a besoin de respecter certains standards. Tout ça se fait au travers d'un processus participatif. Donc, on organise des réunions régulières avec la population, des comités de consultation pour veiller à ce que chacun ait son mot à dire, que chaque étape soit décidée et validée avec les populations qui s'accordent sur les taux de compensation, la situation du nouveau site de réinstallation, le type d'infrastructure, les mesures qui vont être prises pour veiller à restaurer les modes de vie de la population, etc. Donc, tout ça à travers un processus consultatif et participatif. Et puis, on va construire le nouveau village dans les limites de la concession. Il faut savoir que toute la région, elle est quand même bien quadrillée en termes de concession. Et donc, une concession comme TFM, c'est 1500 km², donc c'est très, très grand. Mais il faut veiller à ce que le site de réinstallation soit pas un endroit où la mine risque de s'étendre à l'avenir et risque d'impacter à nouveau la communauté. Ni en termes de gisement, ni en termes d'infrastructures routières, ou en termes d'usines, etc. Et donc, qu'ils soient quand même dans la limite de la concession, parce que sinon, les mines voisines vont dire, ah ben non, venez pas ramener votre population dans notre concession. On a déjà assez de problèmes à gérer avec notre population. Donc voilà, donc ça pose ces questions-là. Et pour évidemment la construction du site, c'était on appelle à la main-d'œuvre du village qui générait de l'emploi. Et puis, on accompagne la population, évidemment, au déménagement. Et là, ce que vous voyez derrière, c'est une colline qui va plus tard être exploitée. Je vous montrerai la photo plus tard. Et alors, la population arrive sur le nouveau site. Là, le site n'est pas encore tout à fait fini, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des infrastructures qui soient le plus solides possible, qui tiennent le plus longtemps possible et que l'entreprise ne soit pas accusée après de faire des installations qui sont détruites, qui ne tiennent pas et que voilà, s'il y a un mur qui s'effondre sur un enfant, c'est la faute de l'entreprise, etc. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les infrastructures respectent les meilleurs standards possibles. Et voilà. Et alors, évidemment, beaucoup d'agriculteurs sont impactés et donc on veille à remplacer les champs de la même superficie, parce que c'est une plus grande superficie, de la même qualité de terre. Ce n'est pas toujours le cas, et de mettre en place des mesures d'accompagnement pour s'assurer qu'ils puissent restaurer leur rendement et leur production agricole. Notamment, la ATFM, ils avaient créé un système d'approvisionnement, de fourniture d'intrants chimiques importés d'Afrique du Sud, ce qui pose évidemment la question les gens avaient des meilleurs rendements tout d'un coup. Pendant 3 ans, ils avaient des intrants gratuitement. Et puis après, 3 ans, plus rien. Et donc, ça pose la question de la dépendance qui est créée. Donc, on a essayé de mettre en place avec des ONG locales des programmes d'agroécologie, d'agroforesterie, etc. Et puis, il y a voilà, des formations qui sont organisées, la formation d'alphabétisation. On peut intervenir ou vous préférez après, à la fin de votre exposé? C'est possible, c'est peut-être après. Après. Oui, si Ouais. vous voulez, parce que bon, le temps, il faut compartimenter un peu le temps. Donc des formations ici en alphabétisation pour les femmes, c'est ce qui est amusant. Voilà, la petite fille qui regarde par la fenêtre, les adultes qui apprennent à écrire.
Il y a des formations professionnelles aussi. Bon, ça, c'est vraiment spécifique au processus de réinstallation, mais il faut savoir que l'entreprise, enfin, en tout cas, TFM à l'époque, faisait beaucoup de programmes de développement communautaire pour la communauté, de soins de santé aussi, de lutte contre la malaria, enfin, etc. Mais évidemment, après, ben, le site est réinstallé, mais la mine, elle reste là, elle continue à s'étendre. Et puis là, on voit effectivement la carrière de TFM. Ça, c'est un autre village qui avait été réinstallé un peu avant que j'arrive et je commence à travailler sur le projet, avec évidemment les impacts que ça cause. Donc, bah, c'est bruyant, il y a des explosions très régulières. Là, elle est relativement distante, mais parfois, vous avez une carrière qui est un peu plus proche. Il y a des normes aussi pour ça, pour veiller à ce qu'aucune population ne soit présente dans un périmètre de 300 mètres à 500 mètres. Au moment du blasting, donc de l'explosion, parce qu'il y a des risques évidemment de fumée toxique, de jets de pierre, de poussière, etc. Et puis aussi de tremblements. Il y a des populations qui se plaignent des tremblements qui impactent les maisons. Et puis évidemment, la cohabitation sur les routes de la mine, ça génère énormément beaucoup d'impact pour les populations, bah, comme vous voyez sur la photo, je pense qu'elle est pas la même. Alors évidemment, il y a la question de la relation entre les creuseurs artisanaux et l'entreprise minière, comme on le voit là, c'est des creuseurs qui avaient bah, détruit la barrière et puis qui se ruent parfois sur les carrières par centaines pour pouvoir aller bah, profiter en fait de ce que les machines industrielles ont permis de faire, c'est-à-dire concasser la roche et pouvoir ramasser les morceaux les plus intéressants. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, la mine essaye de tenir le plus possible à distance les creuseurs artisanaux qui sur un aspect juridique, mais sont illégaux évidemment à la possession parce que c'est l'entreprise minière qui a les droits d'exploitation. Et donc, ça cause énormément de problèmes parce qu'évidemment, la mine, elle attire énormément de creuseurs des régions, notamment des Kasaï, la région de Kasaï. Et donc, ça crée une grosse migration, une grosse pression démographique sur la concession. J'en viens aussi, évidemment, pour pouvoir travailler au sein de la mine ou indirectement auprès des fournisseurs de la mine, etc. Mais donc, ça génère beaucoup de problèmes. Ici, on a la colline que je vous montrais tout à l'heure, qui, il y a quelques années, était déjà réduite de moitié. Il faut savoir que c'est une colline sacrée, selon les croyances sociales locales, qui abritait des âmes, l'âme de Fungulumé pour celle-là. Et donc, ça représente aussi, c'est quelque chose de très, très fort pour la communauté de voir sa colline détruite comme ça. Et donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération aussi. Ça peut être perçu de manière très, très violente par la communauté. Et puis, eh ben, évidemment, ça s'est transformé en gisement, en grande carrière comme ça. Ce qui génère évidemment des impacts environnementaux colossaux. Ici, c'est ce qu'on appelle le Tailing Storage Facility, donc c'est vraiment le bassin des résidus miniers dans lequel sont déversés bah, tous les restes après la transformation du minerai en cobalt ou en cuivre, avec évidemment les restes toxiques du minerai. Excusez-moi de vous interrompre, mais en ligne, on ne voit pas du tout la présentation, donc c'est vraiment dommage de ne pas voir les photos, mais on ne voit vraiment pas, l'écran est noir. Désolée. On l'a écrit dans le chat, je voulais pas vous interrompre, désolée. Pour certains, ça fonctionne, hein. Pour moi, ça fonctionne. Partage l'écran hein, déjà. Ouais. Il y a des Déjà, onglets en place dans de présentation. Il y a l'écran de Dany Bétou qui est vide et il faut regarder l'écran Institut Egmont. Ah, voilà, donc c'est de l'autre côté que vous devez. partager. Ah non, non, Super, un grand merci. On était plus tard à se poser la question. Parfait, merci. Merci à vous. Ok, donc vous avez les images. Hein. Je ne vais pas repasser en arrière, mais on pourra partager éventuellement les images. Donc là, un bassin de résidus miniers. Là, l'entreprise, d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'était le premier projet minier en Afrique à mettre quand même une bâche
pour empêcher que ces eaux hyper toxiques soient déversées directement dans la nature, dans la nappe phréatique, etc. Et donc, il y a quand même cette protection. Après, ça pose évidemment la question de que va-t-il advenir de ces résidus? Il faut savoir aussi qu'il y avait un village plusieurs villages qui étaient situés près de ce TSF à l'époque, qu'on a dû réinstaller parce que les populations allaient découper des morceaux de bâche pour utiliser, pour leur faire des toits, etc. Donc il y a beaucoup de pression aussi à ce niveau-là, beaucoup de gens qui cherchent à être impactés pour bénéficier évidemment de la compensation, de la réinstallation, etc. Euh, Voilà. Et puis, bah, évidemment, la mine, bah, elle continue à s'étendre. Je vais vous montrer un GIF que j'ai fait hier, aujourd'hui, avec une empreinte qui prend de plus en plus d'importance, avec des populations qui sont parfois impactées, et surtout pour des agriculteurs, par exemple, qui trouvent un nouveau champ. Et puis, bah, en fait, la mine n'avait pas tenu compte qu'elle allait exploiter cette terre dans un avenir plus ou moins proche. Et donc, des gens qui doivent être déplacés une nouvelle fois. Et donc, c'est vraiment un impact émotionnel qui est très important, physique évidemment, mais émotionnel pour ces personnes. C'est une mine de quoi? Cuivre et cobalt. Cuivre et cobalt. Ouais. Euh, et voilà, et là c'est un petit GIF, c'est des images du développement de la mine que j'ai pris sur Google Earth entre 2004 et 2024. Qui va nous permettre de nous amener aujourd'hui. Vous voyez comment ça s'étend. Ça, c'est la concession de Tenke Fungurume Mining. Donc ça, c'est aujourd'hui la dernière image qui est un peu moins bonne, mais vous voyez vraiment que sur les dernières années, l'empreinte a pris une ampleur vraiment très, très importante. Et c'est effectivement la réalité sur le terrain. J'étais encore voir sur le site de CIMOC aujourd'hui. Ils sont fiers d'avoir amélioré l'efficience et l'efficacité en apportant des pratiques managériales chinoises et augmenter l'efficience de la mine de 20%, 30%, et de réduire aussi les coûts. Et en effet, sur le terrain, donc quand je suis retourné l'année passée et cette année, eh bien la mine a pris une empreinte vraiment très très importante. Ils ont construit de nouvelles usines, ils ont multiplié les gisements d'exploitation. Et juste pour vous donner un chiffre indicatif, à l'époque où je travaillais là, on faisait de l'acquisition de terre en moyenne entre, je dirais, 200 et 350 agriculteurs par année, ce qui est déjà énorme. En plus, évidemment, des villages qui parfois étaient réinstallés. Donc, c'était un village en moyenne tous les 2 ans qui était réinstallé, même si c'est un processus qui prend 3 à 5 ans. Là, aujourd'hui, je pense l'année passée, sur 1800 agriculteurs qui sont impactés en une année. Près de 3000 personnes qui sont dans le programme d'accompagnement. Donc, c'est des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a autant, enfin, il y a multiplié par 5 pour avoir le nombre de personnes qui dépendent dans le ménage de ces personnes. Donc, c'est des chiffres très importants, rien que pour la mine de Tenkefu Mining. Donc voilà, évidemment, ça génère davantage d'emplois. Alors, les échos que j'ai eus, c'est que les emplois des contractants sont normalement moins bien payés, ce qui était déjà le cas à l'époque. Savoir que déjà à l'époque de Freeport, j'ai vu je dirais une progressive détérioration des standards parce que Freeport-McMoRan avait racheté en 2014-2015 une entreprise pétrolière pour 20 milliards de dollars juste avant la chute des cours, et s'est retrouvé dans des difficultés financières, et on l'a senti au sein voilà, dans la mise en œuvre sur le terrain, qu'il y avait des positions au niveau managérial qui n'étaient pas remplacées, qui poussaient pour les questions sociales et environnementales. Et ça, c'est vraiment c'est critique pour la bonne mise en œuvre sur le terrain des questions sociales et environnementales. C'est d'avoir au sein, à tous les niveaux de décision, y compris au plus haut niveau, des personnes qui vont pousser pour le respect des normes de performance en la matière. Et à l'époque, il y avait cette culture, donc c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Qui pas le cas chez CIMOC. Alors, ça ne veut pas dire qu'il
que je ne veux pas dire qu'on fait bien les choses et eux pas, etc. C'est pas ça, c'est que c'est vraiment une question de culture d'entreprise et il y a des personnes qui s'activent aussi au sein de Simog. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Il y a évidemment toute l'équipe locale, mais les causes, c'est qu'en fait, ils ont été complètement dispersés dans différents départements, etc. Et donc, en fait, il y a tout un savoir-faire qui est en train de se perdre en matière de relations avec les communautés. Et l'écho que j'ai eu, donc j'ai plus entendu, c'est le chaos, quoi. Il y a beaucoup d'opacité. Euh, euh, voilà, pas beaucoup de consultations, d'interaction. Et le processus de compensation, ben, il n'y a plus vraiment de réinstallation, c'est-à-dire qu'on va fournir une compensation directement à la personne qui est impactée dans l'idée ben, voilà, d'accélérer l'acquisition des terres. Et voilà, c'est clairement un processus qui est plus efficace, c'est certain, une réinstallation sous les standards de la SFI que Simo continue à s'engager à respecter. Hein. Bah, à l'époque, bah, ça peut prendre plusieurs années. Et ben là, c'est, je pense, un peu plus rapide. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des évaluations, etc. Mais l'entreprise continue à contribuer énormément dans la communauté locale à travers le fonds communautaire, le fonds social, pour investir dans les villages, etc. Voilà, juste pour vous donner un exemple, c'est un projet d'agroforesterie qu'on avait commencé et que je suis retourné voir l'année passée, qui montre que ça marche. En fait, il est possible de reboiser durablement. C'est vraiment un système on a mis en place avec un plan sur 7-8 ans, malheureusement qui a été abandonné. Et donc, bah, le projet, voilà, on voit la forêt enfin, le début de forêt qui s'arrête. Ça aussi, c'est une communauté qui a été installée, qui vivait à côté de Tenke et à côté d'une rivière qui avait beaucoup de champs maraîchers, qui bah, dépendait évidemment de cette rivière. Elle a dit bah, nous, on veut bien être installés, mais on veut rester près de Tenke, on veut garder la rivière. On n'a pas pu garder la rivière, on a dit ok, vous êtes près de Tenke, mais on va mettre un système de maraîchage avec un puits. Et donc, ce système, voilà, ils ont accepté. Ce système a été installé. Et malheureusement, je suis retourné l'année passée. Le système a été abandonné après 2 ans. Et il n'y avait même plus d'eau en fait, dans la communauté. Et donc, ça, c'est vraiment un gros lâcher-prise de la part de l'entreprise. En termes de sécurité, de santé aussi. Évidemment, ben, comme je disais, il y a des défis de plus en plus importants aussi pour TFM, c'est la pression des creuseurs. Je pense que ça devient très difficile à gérer. Il y a vraiment une population partout dans la concession. Et donc, ça veut dire, bah, si on veut déployer les activités, bah, ça veut dire encore plus de personnes impactées. Donc, c'est vraiment pas facile à gérer. Et déjà, à l'époque, quand j'ai quitté, ça va être très difficile à continuer à gérer l'acquisition des terres sur ce projet dans le respect des normes parce qu'il y a juste trop de monde et donc ça devient plus réalisable et plus rentable. Et voilà, et je vois que le temps passe encore. Ouais. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu, ça c'est la région avec, on voit plusieurs mines, c'est un petit coup d'œil sur les différentes mines dans la région. On a Kamoa en bas à gauche, vous avez la mine de Comu, qui est vraiment presque dans la ville de Kolwezi avec ACC, Mutanda et Kisanfu qui sont là au milieu. Vous avez Tenkefu et Mining en haut à droite. Et voilà, en fait, je vous invite à parcourir les images Google Earth, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant de voir l'empreinte des mines dans la région qui s'étend de plus en plus. Et ça, c'est une image que j'ai prise à Kolwezi en juin. C'est lié à la ville la mine de Comu qui a apparemment a cessé les opérations temporairement, en tout cas il y a quelques mois, parce qu'il y aurait eu des réjections radioactives et qui vraiment à côté de la ville des populations, donc qui pose des gros problèmes. Et tout ça, pour terminer, ça pose évidemment la question de l'héritage. Là, on a des trucks qui sont abandonnés. Et ici, une ancienne carrière dans la région de Kolwezi. Pose la question de l'héritage,
comment anticipons-nous l'après-mine, parce que maintenant, toute la région dépend énormément, et le pays aussi, de l'économie. La région est en train de se transformer en gruyère avec les impacts socio-environnementaux qu'on connaît. Beaucoup d'exploitants artisanaux dépendent de ça. Mais on sait, et je pense que Lynn va nous en parler un peu, ben, avec la fluctuation des prix, on parle par exemple de plus en plus de batteries sans cobalt, même si bon, l'exploitation de cuivre va continuer. Mais donc voilà, tout ça, ça a des impacts sur les prix et des impacts sur l'exploitation, etc. Et donc comment est-ce qu'on anticipe ça? Comment est-ce qu'on prévoit la fermeture des sites miniers et la réhabilitation dans le respect le plus possible de l'environnement? C'est des grands points d'interrogation. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais l'impression que j'ai, c'est que on se dit beaucoup, ben ça, c'est pour plus tard. Or, c'est vraiment maintenant qu'il faut déjà commencer à prendre les mesures, comme j'ai dit, commencer à replanter des forêts, etc. Donc, merci. C'était un peu dense. Merci beaucoup. Je crois que Non, mais en fait, moi, j'ai pas autant de soins que Brieux, donc peut-être que je peux juste rester ici, il y en a genre 4, et donc je peux juste te faire signe. Par contre, il faudra la lancer. Attends, c'est où? Ça, je sais pas. C'est ça, ouais. Ouais. Je fais en plein écran. Ouais, peut-être. Il faut rentrer dans le truc, là, je pense. Et si tu refais partager l'écran. Là, je vais le mettre en plein écran. C'est après de partager l'écran, ce que tu veux dire. Hop. Là. David d'abord exposé. Voilà. En espérant que vous êtes pas endormis d'ici là. Je vais faire mon mieux. Merci beaucoup aussi, merci beaucoup pour les deux présentations et l'introduction un peu trop superlative qui me met beaucoup de pression pour être à la hauteur. Je vais peut-être commencer par une anecdote de la semaine passée. Je reçois une vidéo TikTok d'un dirigeant de la GKMine et la vidéo, elle dit, alors le Congo produit beaucoup plus de cobalt que jamais auparavant et pourtant elle gagne moins qu'il y a par exemple 2 ou 3 ans. Alors, moi, j'aimerais essayer de voir ce paradoxe-là. Comment ça se fait que le Congo produit plus et pourtant gagne moins qu'il y a quelques années? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce paradoxe-là, comparé à l'alternative qui serait de dire le Congo est l'OPEP du cobalt? C'est en fait une phrase qui a été lancée il y a quelques années. Le Congo est tellement dominant dans le secteur du cobalt mondial, aujourd'hui environ 70% de la production mondiale, et donc elle pourrait se présenter comme OPEP, comme dans le pétrole, en fait comme un cartel à elle seule. Le pays pourrait vraiment assurer ce rôle dominant, et pourtant on n'en est pas du tout à ça. Et donc j'aimerais en fait analyser un peu plus comment est-ce qu'on en est arrivé à ça. Alors évidemment, Eric a déjà présenté une partie de l'historique de comment on en est arrivé en fait à cette situation-là. Oui, 2 secondes, mais ça existait. Hein. Oui, mais donc dans du temps duquel le Congo. Justement, je vais y arriver. Mais donc en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation où le Congo aujourd'hui a du mal à contrôler sa production de cobalt? Je pense qu'avec l'intervention de M. Eric, on est déjà arrivé à un début de la réponse. C'est que à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à fragmenter, à libéraliser tout en fragmentant le patrimoine minier qui était disponible au sud du Katanga, qui était nationalisé à l'époque de Mobutu. Donc, on a commencé à vendre pièce par pièce à des investisseurs à l'époque relativement aventuriers et qui donc ont chacun fait leur propre plan de production, leur propre schéma économique, sans un contrôle réel de l'État. Alors, c'est une idée qui était à la mode à l'époque et qu'on commence aujourd'hui à remettre en question au Congo, l'idée de dire, voilà, l'État est celui qui va réguler et celui qui va contrôler dans la mesure du possible. On l'a vu avec l'exposé de Brieux, le contrôle parfois fait défaut. Et c'est l'opérateur privé qui va
faire le business, qui va faire l'exploration, qui va faire la production, qui va faire la commercialisation. Et c'est à l'État de récupérer les recettes fiscales, et c'est à base des recettes fiscales que se fera le développement du pays. Ça, c'est vraiment le modèle avec lequel on s'est retrouvé au début des années 2000 et qui a eu, entre guillemets, son succès dans la mesure où ça a amené aussi à un secteur extrêmement productif. Peut-être qu'on peut avancer un peu, juste là. Là, ça vous montre un peu la fragmentation du secteur. Donc, ce qu'on a fait avec notre organisation, Resource Matters, on essaie de mettre en carte la chaîne d'approvisionnement du cobalt mondial, en commençant par la production, en allant aux voitures électriques qui utilisent beaucoup de cobalt. Et vous voyez dans la première colonne, déjà les deux premières colonnes, vous voyez déjà la fragmentation. Si on avait été dans les années 80, au Congo, on aurait une seule entreprise. Aujourd'hui, on a toute une liste d'entreprises qui sont impliquées dans l'extraction et dans la production. Et donc, même si maintenant on a toutes ces différentes entreprises et elles produisent dans l'ensemble beaucoup plus que ce que produisait à l'époque la Gécamine. On est en train de tendre vers les 3 millions de tonnes maintenant de cuivre, avec vers 180 000 tonnes de cobalt. À l'époque, pour le cuivre, à la hauteur de la production, le pic de la production de la Gécamine, c'était moins d'un demi-million de tonnes. Donc on est à 6 fois plus, voire 7 fois plus de cuivre aujourd'hui, comparé au pic de la Gécamine. Et puis, c'est aussi un secteur qu'on dit dominé maintenant par la Chine. Ouais, donc, pour le cobalt, on dit c'est vraiment la Chine est très dominante, la Chine est très dominante. Alors, moi, j'aimerais nuancer un tout petit peu ça pour plusieurs raisons. Parce que parfois, quand on dit la Chine domine, c'est comme si c'est venu par une décision ultra stratégique, par exemple, du Congo, de dire on en a marre de l'Occident, on va vers la Chine. C'est bien plus complexe que ça. Je pense que si on prend par exemple le cas de TFM, là où vous pourriez passer du temps sur site, Birul a déjà dit, la société américaine qui était là et qui l'a acquis dans les années, bon, c'est un peu complexe, mais disons dans les années 2000, au début des années 2000, a fait la bêtise d'aller investir énormément d'argent dans le pétrole et à un moment s'est retrouvé extrêmement endetté et a voulu vendre. Donc la décision de vendre n'est pas une décision congolaise, bien au contraire, à l'époque, ça crée beaucoup de remous parce que le gouvernement congolais était à peine au courant que ces transactions allaient se passer. Certains dirigeants de TFM congolais l'ont appris plus ou moins au même moment que les médias. Et donc, ça a créé beaucoup, beaucoup de frustration parce que c'était une décision prise quelque part en Arizona où les conséquences allaient se faire sentir au niveau du Congo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que TFM, Freeport n'est pas la seule dans ce scénario-là. Il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui étaient là jusqu'en 2010-2011 et qui petit à petit, une fois que le projet avait bien démarré, ont décidé de vendre et qui avaient les capitaux pour racheter les projets, c'était les entreprises chinoises. Alors, dans une certaine mesure, le Congo a vécu ça, a subi ça, mais n'a pas juste subi ça. Il y a eu quand même, dans pas mal de ces transactions-là, une certaine opposition, une certaine résistance, y compris dans le cas de la vente de TFM, de Tenke Fungurume. Il y a eu pendant un an un blocage sur ces transactions parce que justement les dirigeants congolais n'étaient pas forcément d'accord que ça se passe si facilement comme ça quelque part en bourse et que le Congo subisse ça. Le problème, c'est que souvent ces transactions-là, ces blocages-là, ont avant tout mené à des paiements d'argent au bénéfice, par exemple, de la Gécamine qui faisait objection à la vente, plutôt que de dire non, on bloque parce qu'au niveau géopolitique, ça devient trop dominant d'un côté plutôt que de l'autre. Donc souvent, les résultats de ces blocages et de ces tensions ont été des versements de grandes sommes d'argent. Dans le cas de TFM, c'était 100 millions qui a été versé et qui, par la suite, bon, c'est un peu volatilisé, plutôt que vraiment d'avoir une perspective stratégique sur comment est-ce qu'on garde un certain équilibre au sein de notre secteur minier pour s'assurer qu'on ne devienne pas que dépendant de la Chine ou que dépendant de l'Occident. Ce n'est pas tellement ça l'approche qui a été prise. Même avec ces différentes transactions, pour le cas du cobalt, au niveau de la production, la dominance chinoise est relative. Dans le sens où il reste certains grands acteurs occidentaux, notamment Glencore par exemple, les Kazakhs, on les a mentionnés, c'est les mêmes Kazakhs que le Kazakhgate ici, il y avait eu des Kazakhgates là-bas, bon, les Kazakhgates c'est un peu partout, mais donc ces gens sont aussi là et gèrent quand même des sites assez importants. Par exemple, aujourd'hui, les grandes mines historiques de Kolwezi sont détenues par Glencore, le nouveau site de Mutanda, relativement nouveau site de Mutanda, est détenu par Glencore, les rejets de Kolwezi, les grands rejets sont détenus par les Kazakhs, etc. Donc, ce n'est pas
que la production est exclusivement entre les mains des Chinois. Par contre, au niveau de la transformation, là, il y a une extrême dominance chinoise. Donc, le bottleneck, c'est plutôt au niveau du midstream, c'est au niveau de la transformation de ce cobalt, à partir des hydroxydes, de faire quelque chose qu'on peut vraiment utiliser dans les batteries. C'est là que la concentration chinoise se fait. Et évidemment aussi dans le secteur des batteries électriques, la dominance chinoise est très, très importante. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias la tentative européenne avec l'entreprise suédoise de créer une alternative. Ça ne se passe pas très bien. Ouais, pour l'instant, cette entreprise est en grande difficulté. Donc, la dominance, et ça peut-être on peut le voir dans le prochain slide, la dominance est en fait surtout, quand vous regardez les flux, en fait, le cobalt congolais part surtout en Chine. Ouais, vous voyez là tous les différents flux, et ça ne montre même pas les volumes. La seule exception notoire, c'est le cas de Umicore, qui contrôle quand même une partie de la transformation, notamment avec l'usine en Finlande, qui est maintenant co-gérée. Donc ça, c'est la petite exception, mais pour le reste, vraiment, les grands flux se passent en Chine. Et donc, je pense que ça, c'est un peu la nuance que je voudrais apporter. Il y a, par exemple, je parlais tout à l'heure, la production suisse part aussi en Chine. Ouais, donc, c'est pas parce qu'il y a une extraction qui est contrôlée par une entreprise occidentale que pour autant, ce sera bénéfique au marché européen ou au marché occidental. Non, eux aussi, ils ont des contrats longue durée avec des entreprises de transformation qui sont basées en Chine. Pour le cas de Glencore, ils ont un contrat avec GM, qui est une entreprise chinoise, jusqu'en 2029. Donc, c'est pas si simple. Alors, quel est le résultat? Le résultat de cette évolution, de cette fragmentation et de ce contrôle chinois au niveau de la transformation, c'est que on voit aujourd'hui un écroulement du cours de cobalt. Alors, c'est quelque chose qu'on aurait pu en fait prévoir. Donc, il y a quelques années, l'Union européenne nous avait demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Les Chinois maintenant contrôlent tout. Bon, je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas tout à fait exact non plus, mais qu'est-ce qu'on doit faire? L'approvisionnement en cobalt, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour quand même re-rentrer dans la danse tout en restant durable, tout en restant conforme à nos valeurs. Et bon, on leur avait dit, écoutez, vous pouvez déjà regarder, ça va venir, il y aura une chute du cours de cobalt parce qu'on peut déjà anticiper une surproduction. Ça, c'était il y a 2 ans. On pouvait l'anticiper, cette surproduction qu'il y aurait et qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que toujours ce fameux site de M. Brieux, là, était à nouveau dans un conflit avec la Gécamine. Une question de réserve, bon, je pourrais rentrer dans tous les détails si vous voulez. En tout cas, ils étaient en grand conflit. Et pendant plus d'1 an, la production de cuivre et de cobalt sur ce site-là s'est accumulée. Et c'était en fait le plus grand site de cuivre-cobalt, surtout de cobalt, au Congo à l'époque. Et donc, ça s'accumulait. Le conflit s'est résolu à nouveau avec des paiements de sommes assez conséquentes. Et tout à coup, tout ce cobalt-cuivre qui était accumulé allait s'écouler sur le marché. En plus, comme le cours, ça, si tu peux montrer le prochain slide, comme le cours était très élevé à l'époque, chaque entreprise individuelle avait des prévisions de booster leur production. Et ça se voyait, donc vous pouviez lire les rapports financiers des uns et des autres en bourse, et vous saviez déjà que cette mine va faire 3000 tonnes de plus, et ceux-là, ils vont faire 10 000 tonnes de plus, et tout le monde allait faire de plus. Et donc, à un moment, quand tout le monde en même temps fait de plus, eh bien, vous avez une production extrêmement élevée, et puis vous avez un cours, si la demande ne suit pas, et la demande n'a pas suivi, vous avez votre cours du cobalt qui s'écroule. Et puis, un troisième point évidemment très important, c'est que finalement, le cobalt n'est pas important. Je dis ça parce que, en fait, je ne connais jusque maintenant aucun projet au Katanga qui a été, dans le modèle économique, a été établi sur base du cobalt. C'est sur base du cuivre que l'entreprise va définir sa rentabilité. Et le cobalt, c'est un bonus qui va vous réduire le coût de production. C'est pas ça qui va être la ligne de base de votre modèle économique. Comme on aime le dire, le cobalt est fatal. Il vient avec, c'est super. Si vous en avez beaucoup, c'est encore mieux. Mais c'est pas forcément le fondement de votre modèle économique. N'est pas basé vraiment sur ça. Et comme le monde a besoin de beaucoup plus de cuivre et que le cuivre, en plus, la valeur du cuivre est très élevée aujourd'hui, tout le monde veut produire plus de cuivre. Et donc, qui produit plus de cuivre? Si vous avez du cobalt qui vient avec, vous produisez aussi plus de cobalt sans définir ça comme un nouveau site de cobalt. Il vient avec et donc vous allez avoir cette surproduction. C'est toujours lié, le cuivre et le cobalt?
Parfois, c'est lié avec du nickel, mais au Congo, c'est avec le cuivre. Oui. Donc, et puis, il y a évidemment des sites qui en ont plein. Par exemple, le deuxième site de CIMOC, bon, par exemple, Tenke-Fungurume, mais le site que vous avez vu à l'écran, en a beaucoup. Et le deuxième site que les Américains ont vendu en 2020, c'est pour dire qu'en 2020, il y avait encore un site très, très stratégique qui était détenu par Freeport, a été vendu à la même société qui détient TFM. Et là, ça produit à fond. Vous pouvez peut-être voir même, c'est un site que vous voyez ici, vous ne le voyez pas. Donc, comme vous voyez, bon, c'est un tout petit, mais moi, je n'arrive pas à lire. Ici, vous voyez le plus grand site qui a produit sur 5 ans, sur 2018 jusqu'à début 2024, c'est Tenke-Fungurume et ensuite c'est Kolwezi, c'est KCC. Mais si vous preniez les graphiques, bon, je pourrais vous les montrer, si vous prenez les graphiques juste sur la dernière année, les deux sites les plus importants qui ont produit à plus de 100 000 tonnes de hydroxyde de cobalt, c'est Tenke-Fungurume et puis Kisamfu, qui est ce deuxième site que les Américains ont vendu, toujours à la même société chinoise. Donc cette société chinoise détient maintenant de loin les deux plus grands sites de cobalt. Et ce site-là est très, très, très riche en cobalt. Donc, la proportion comparée au cuivre est extrême, un peu comme Mutanda, et donc ça booste les statistiques de cobalt. Alors, qu'est-ce que... ah oui, et donc nous, qu'est-ce qu'on avait conseillé aux Européens? Ça va s'écrouler, et donc, faites des stockpiles. Achetez sur le marché libre et faites des stockpiles parce que le cours sera très bas. Ce sera bon marché, donc allez-y. Bon, je sais pas si l'Europe l'a fait. Jusque maintenant, j'ai pas vu d'annonce dans ce sens. Les Chinois, par contre, je sais pas s'ils ont reçu une copie de notre rapport, mais en tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Eux, même avec le contrôle de la production, ils sont aussi, au niveau du gouvernement chinois, ils sont en train d'acheter les stockpiles pour en fait accumuler leur volume. Alors maintenant, le Congo face à tout ça, c'est le Congo qui produit tout ça, mais comme vous l'avez compris, c'est pas eux qui sont les premiers à décider de qui produit combien par site. Ouais. Jusque maintenant, c'est pas eux qui décident. Pourtant, il y a des opportunités et certaines de ces opportunités sont déjà en train d'être prises aujourd'hui au niveau de la politique congolaise, aussi bien par la GCAMIN que par l'État congolais en tant qu'État congolais. Une première option, c'est de dire, OK, tous ces sites sont privés, mais la GCAMIN, dans beaucoup de ces projets, détient quand même une participation, même si c'est minoritaire, elle détient quand même une participation dans pas mal de ces projets. Par exemple, dans Tenke-Fungurume et le grand site que vous avez vu, elle détient 20% des parts sociales. Ça a été négocié comme ça. Dans d'autres, elle en a 32, dans d'autres, elle en a 18, etc. Donc, dans beaucoup de projets, elle détient une participation minoritaire. Et une chose qu'elle a commencé à faire, et je pense que c'est assez stratégique, c'est de dire, moi, en tant qu'entreprise qui suis dans ce partenariat, je veux pouvoir commercialiser cette quote-part-là. Si j'ai 20% dans TFM, je veux pouvoir décider à qui je vends les 20% de la production. Et donc ça, petit à petit, la GCAMIN, dans les partenariats où elle commence à généraliser cette stratégie-là. Donc elle est arrivée à le faire chez Tenke-Fungurume, elle est arrivée à le faire dans un site pas loin de Mutanda et Kisamfu, des Iwa, elle est arrivée à le faire, elle est en train de négocier ça avec Dencor. Et on voit que l'État congolais, c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'État congolais a dans certains autres projets aussi une participation, parfois un peu moindre, 10% par exemple. Donc l'État, en tant que puissance publique, commence à négocier la même chose dans ces partenariats où la GCAMIN n'est plus présente, mais où l'État congolais, en tant qu'État, détient quand même une participation en vertu du code minier. Et donc on voit par exemple maintenant, avec ce site de Kisamfu, qui est le nouveau site vendu en 2020 par les Américains, et qui produit énormément de cuivre et surtout de cobalt, l'État congolais est en train de négocier que les 10% qu'elle a dans ce projet-là, elle pourra commercialiser, le pays pourra commercialiser 10% de la production. Même chose dans le grand site de cuivre de Kamoa, et le grand nouveau site de cuivre qui a vocation à devenir un des plus grands projets de cuivre au monde. Elle est en train de négocier aussi ce droit de négocier et de commercialiser. Là-bas, c'est, je pense, je peux me tromper, je pense 25-30% de la production de cuivre, donc c'est énorme. Donc ça, quand vous accumulez tous ces droits de commercialiser dans tous ces différents projets à travers le secteur, ça donne en fait au Congo, quand on combine la GCAMIN, entreprise étatique, plus l'État congolais dans les autres projets, vous commencez à avoir le contrôle quand même de 20%, voire 30% du cuivre et du cobalt que vous pouvez commercialiser. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Ça n'apporte pas pour autant des recettes supplémentaires directes pour le Congo, ça va apporter des recettes pour
les entreprises de partenariat dans lesquelles elles se trouvent. Donc, le fait que vous vendez, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui va revenir au Congo. C'est de l'argent, si je prends Tenke Fungurume par exemple, ok, vous vendez 20% de la production de Tenke Fungurume, ouais, pas du Congo. Vous vendez 20% de la production de cette entreprise, de cet opérateur minier qui va lui ramener des recettes. Mais l'idée, évidemment, c'est de pouvoir dire, OK, nous n'allons pas vendre à n'importe quelle condition. Nous n'allons pas vendre en dessous du prix du marché, quelque chose qui se fait très, très souvent parce que vous vendez à une société affiliée, vous vendez à pas cher, etc. Non, on va le vendre quand le cours est meilleur, on va le garder pendant un certain temps, on va le vendre quand le cours est intéressant. Là, il y a une surproduction, on maintient un peu et puis on va le vendre quand c'est bon. Ou bien, par exemple, ça peut aussi être intéressant pour dire non, on voit maintenant que l'Occident a regagné un certain intérêt pour se procurer du cobalt au Congo, eh bien, on va pouvoir rediversifier la géopolitique, notre stratégie géopolitique. Oui, les Chinois contrôlent peut-être une bonne partie de la production, mais l'État congolais peut décider que non, nous voulons vendre aux Américains, ou bien nous voulons vendre à Dubaï. Bon, je ne sais pas, hein, mais donc ça donne en fait ce pouvoir de négociation géopolitique. Maintenant, la grande question, c'est regagner. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être développées pour regagner le contrôle de la production. Une évidence, ce serait les quotas, mais pour les mettre en place, ce ne sera pas évident. Il y a des rumeurs qui courent que c'est une idée qui est en train de germer pour vraiment dire non, nous allons produire plutôt que les 180 000 tonnes aujourd'hui, on va produire 130, ce qui correspond à la demande raisonnable du secteur, du marché international. Et donc, comme nous allons imposer des quotas, il y aura moins de cobalt disponible, et donc ça va mener à une hausse du cobalt. Une autre stratégie, ça c'est plus à long terme, c'est une stratégie qui a été complètement mise de côté jusque maintenant, c'est que l'État, en tant que contrôleur et régulateur du secteur, c'est quelque chose que, par exemple, la Belgique faisait au moment où il y avait beaucoup de charbon. Il y avait une commission qui décidait combien est-ce qu'on a envie d'approuver, en fait, en termes de production auprès des privés chaque année. Donc, il y avait une commission qui connaissait l'économie géologique, on va dire, ou la géologie économique, et qui allait vous dire non, l'année prochaine, on regarde la demande, on va donner, c'est un peu comme un quota aussi, mais c'est plus sur le long terme, on va pas approuver ce nouveau projet, parce qu'on a déjà assez de production maintenant, on va approuver ce projet moyennant X, Y, Z. Ou bien on va dire non, votre schéma de production est trop ambitieux, nous voulons approuver un projet qui va pouvoir répondre à la demande, n'est pas inonder le marché international. Ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, qui n'est pas encore fait. Donc, le contrôle des études de faisabilité et des plans de production, ça, pour l'instant, c'est pas encore du tout fait. Alors maintenant, regagner le contrôle de la production du cobalt, oui, mais pourquoi faire? Je pense que c'est pas parce qu'on regagne le contrôle du marché international que pour autant ça se transformera en vrai développement au Congo. Et là, je pense qu'on arrive vraiment à un point un peu de croisière. Est-ce que on va continuer dans les mêmes tendances qui ont été relativement financières, c'est-à-dire maximiser les recettes pour ensuite voir ce qu'on en fait, ou est-ce qu'on va enfin utiliser le secteur comme un levier pour développer d'autres secteurs industriels et d'autres secteurs même de l'économie? Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, la notion de transformation locale est vraiment devenue extrêmement à la mode politique. Peut-être que c'est un terme péjoratif, mais en tout cas, c'est vraiment le mot-clé qui émerge maintenant, de dire pourquoi est-ce qu'on continuerait à évacuer des hydroxydes de cobalt plutôt que de faire des précurseurs de cobalt qui pourraient aller directement dans les batteries ou dans les cellules de batterie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui émerge. Malheureusement, les mots vont plus vite que l'action. Donc, il y a eu beaucoup de consensus politique qu'il faudrait que ce soit fait. Donc, la transformation notamment locale de cobalt. Et d'ailleurs, le code minier congolais permet de réserver une partie de la production pour l'industrie locale. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'installation d'usines de batterie ou d'usines de précurseurs de batterie dans cette filière. Et notamment, la chute du cours de cobalt ne favorise pas, en fait, à ce stade, la transformation locale. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, il y a eu une grande étude de Bloomberg qui disait ce sera rentable, vous pouvez le faire au Congo, c'est d'ailleurs mieux qu'en Pologne, c'est mieux qu'en Chine. C'était il y a 2-3 ans, quand le cours était extrêmement élevé. Maintenant qu'il a chuté, la question c'est est-ce que c'est encore rentable
vraiment de construire cette usine à ce stade. Est-ce que c'est peut-être pas plus stratégique, par exemple, de se concentrer sur le cuivre? Le cuivre, on en a besoin partout, tout le temps, à long terme. Peu importe la technologie de la batterie, le fait qu'on va vers l'électrique, on a besoin de câbles et de câbles énormes et interminables de cuivre. Ça, c'est quelque chose qui sera d'office nécessaire et qui, au niveau de la technologie, est aussi moins complexe que les précurseurs de batteries qui sont un peu plus contrôlés au niveau de la propriété intellectuelle. Est-ce que ce ne serait pas plus stratégique d'aller vers une transformation beaucoup plus accrue de cuivre? Oui, mais évidemment, il y a encore 10 000 mais que je pourrais mettre dans mon exposé, à commencer par le besoin d'électricité pour le faire et qui fait extrêmement défaut. Aujourd'hui, on a 1 gigawatt de déficit électrique juste pour le secteur minier, pour ne pas parler de la population. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent ici parler de comment on essaie d'adresser le déficit électrique dans d'autres zones du pays. Donc, voilà déjà un premier obstacle pour vraiment arriver à cette industrialisation au-delà de la pure extraction, au-delà de la pure première transformation des minerais, pour ne même pas parler des autres secteurs de l'économie qui auraient besoin de ce type d'intrants pour vraiment émerger. Donc voilà, je m'en tiens à ça. Et après, il y a plein d'autres trucs qu'on peut encore développer au moment des questions. Un grand merci pour cette petite fraction de votre expertise sur de cet avenir. Je crois qu'on peut commencer peut-être avec les questions ici, autour de la table, en profitant de notre présence physique. Et... On commence par monsieur Chimay, parce que lui, il est très impatient. J'allais justement dire qu'on commençait avec le monsieur qui... J'ai un peu de pression, j'espère qu'elle n'est pas trop rigole. Mais voilà, je connais peu le domaine. Je m'appelle Jean-Christophe Rickmans, je viens du syndicat libéral, l'ONG du syndicat libéral. Comme j'ai mijoté, je vais mêler les trois interventions. Ma question posée essentiellement sur les concessions, je vais donner un début de réponse à madame. Je n'ai pas tout à fait compris parce que j'ai compris qu'il y avait eu la GCAMIN, un dépassement, une balkanisation de la situation et ça a été splitté en moult sociétés différentes. Puis j'ai vu cette colline sacrée et ces populations. J'ai entendu que les populations des villages très petits devaient négocier face aux multinationales. Je suis un peu perplexe face à ça. Comment des petites populations ainsi vont négocier face à des monstres? Je ne doute pas qu'il y a des gens très intéressants et intéressés qui ont essayé de faire du bien, mais quelle est la situation? Et surtout, à l'heure actuelle, puisqu'il y aurait un retour de l'État congolais, est-ce que justement la situation des populations est prise en compte par l'État congolais actuellement? Pour finir, parce que vous n'avez pas fini votre propos sur les solutions maintenant, après la balkanisation de la situation, vous l'avez embrayé, est-ce qu'il y a un retour de l'État congolais dans la protection des populations aussi, toutes ces populations qui vivent sur ces zones, puisque ça va continuer probablement pendant longtemps? Est-ce qu'il y a une protection réelle et concrète? On ne peut pas laisser à des multinationales la responsabilité de protéger les populations locales sans un contrôle minimal. Il y a des initiatives internationales qui existent, mais voilà, je voulais juste votre expertise là-dessus. Okay. Je commence. Je veux bien compléter. Ok. Ouais, je parlais plus sur au niveau local, implémentation. Alors, l'entreprise, elle a des employés, qu'elle va mettre dans différents départements. Il y a un département, généralement, j'espère, dans toutes les entreprises, au moins une personne qui va devoir gérer un peu les relations avec les communautés locales. Et au plus l'entreprise est prête à mettre des ressources parce qu'elle est prête ou qu'elle s'engage à respecter vraiment les normes de performance internationale, donc elle va mettre des ressources. Et donc, ça veut dire concrètement que vous allez avoir des bureaux de liaison communautaire dans les communautés auprès de qui les populations locales vont pouvoir poser des questions, déposer des plaintes. Il y a des systèmes de plaintes aussi. Et parfois, quand un projet n'anticipe pas l'expansion de son empreinte et va commencer à générer davantage d'impact, etc., ça va générer beaucoup de plaintes, ce qui fait qu'on est dépassé par le nombre de plaintes et qu'en fait, on est en arrière. Donc ça crée vraiment une colère montante et donc progressivement, on perd la confiance. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, par un message qui est important à faire passer, c'est que
faut que les entreprises comprennent qu'une fois qu'elles ont perdu la confiance de la communauté, ben, elles vont avoir beaucoup de mal et nécessiter beaucoup de ressources pour pouvoir essayer de la regagner. Et donc, il faut d'emblée essayer de bien planifier et d'emblée essayer d'agir de manière la plus transparente possible. J'ai un exemple très rapidement au Sénégal. Je bossais sur un projet d'exploitation où la communauté avait accepté de déménager. L'entreprise a voulu aller trop vite parce qu'elle était poussée par des contraintes financières, etc. Elle a fait des plans de développement de la mine. Elle a voulu aller trop vite. Le site de construction, de réinstallation était de mauvaise qualité. La communauté a commencé à s'en méfier, elle a levé sa voix. L'entreprise n'a pas écouté et finalement la communauté a dit non, on ne bouge plus. On arrête de construire le site et la communauté était sur le gisement. Et donc, ça veut dire que ils ne peuvent pas aller bouger de force des milliers de personnes et donc il y a une sorte de résistance et l'entreprise a dû recommencer la construction d'un site, a perdu plusieurs années, 3 à 5 ans pour reconstruire là où elle s'apprêtait à commencer les opérations dans 6 mois, 1 an, et des dizaines de millions de dollars. Donc voilà, c'est comme ça que ça peut se répercuter. Et donc, au plus elle va avoir de ressources, pour avoir aussi des expertises, il y a des experts locaux, des experts internationaux en la matière sur la gestion des impacts et des relations avec les communautés. Et sur la question du contrôle, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut énormément renforcer dans tous les pays, à commencer par le Congo. C'est le contrôle de l'État. Effectivement, c'est qu'il y ait des agents de l'État qui aillent voir sur les sites, qui disent, tiens, est-ce que vous respectez vraiment les mesures? Mais ça, de nouveau, ça demande beaucoup de ressources parce que déjà, il faut savoir lire une étude d'impact social et environnemental, qui sont des documents de plusieurs centaines de pages. Assez techniques, et puis il faut pouvoir aller contrôler ça sur le terrain et pas se laisser guider par ce que l'entreprise veut montrer. Et donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a énormément de choses à faire pour améliorer la relation avec les communautés. C'est pas impossible. Mon expérience, j'étais intermédiaire, je me considère comme intermédiaire entre la mine, j'étais recruté en tant que consultant par l'entreprise minière, mais j'avais de très bonnes relations avec les communautés dans lesquelles j'allais. Et voilà, je ne suis pas sûr que j'aurai les mêmes relations aujourd'hui. Je sais pas si ça répond à votre question. Pour compléter un peu par rapport, notamment le deuxième aspect du gouvernement, le contrôle gouvernemental, on doit être honnête, c'est très compliqué d'avoir un contrôle gouvernemental ou administratif rigoureux. Là, par exemple, sur ce site-là, on a des vrais soucis de pollution qui ont commencé, enfin, ça a commencé avant, hein, mais là, il y a un problème assez sévère lié à une nouvelle usine qui a été lancée il y a à peu près 1 an, qui dégage des fumées toxiques dans les communautés riveraines. Enfin, c'est vraiment, pour l'instant, les communautés se retrouvent à moins de 1000 mètres de cette usine, donc c'est vraiment, vous êtes en dessous de la fumée. D'ailleurs, en contradiction du code minier où il y a besoin d'avoir en fait une zone tampon de 1000 mètres. Et là, on le voit, on travaille pas mal avec des organisations locales par rapport à ce dossier-là, notamment au niveau provincial d'abord. Et c'est très, très difficile d'arriver à convaincre le gouvernement qu'il faut agir de façon plus forte. Et donc, parfois, on retrouve certaines autorités qui se retrouvent assez alignées à la position de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement compliqué. Une des raisons pourquoi, sans dire pour autant que c'est forcément de la corruption, on travaille beaucoup sur la corruption, sur la lutte contre la corruption, parce que c'est tellement répandu que ça affecte en fait tous ces autres droits. Donc tous ces volets sociaux, les volets environnementaux sont souvent, le contrôle étatique est érodé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément le cas dans ce cas ici précisément, mais c'est vraiment quelque chose qui nuit beaucoup. Alors, ce qu'on essaye de faire, à défaut de contrôle étatique, c'est qu'on essaye de regarder où sont les... Là, c'est, bon, par exemple, notre organisation avec les organisations congolaises avec lesquelles on travaille, donc des organisations qui sont au niveau, par exemple, de Kolwezi, qui sont au niveau de Lubumbashi, qui sont au niveau de Tenke-Fungurume, mais on essaie de travailler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête, pour que, par exemple, cette pollution sévère s'arrête. Et c'est là que peut-être le changement de propriétaire de la mine complique, rend plus difficile le travail, parce que quand vous aviez, par exemple, Freeport, société cotée à New York,
sensible à ses actionnaires, sensible à sa réputation, vous alliez avoir un interlocuteur. Et même si ce n'était pas forcément des dialogues toujours très, très positifs ou très, très collégiaux, vous aviez un vrai interlocuteur qui se souciait quand même de sa réputation. Alors que c'est plus difficile avec les grandes multinationales chinoises. C'est pas qu'elles se soucient pas du tout de cette réputation, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir un vrai levier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai montré la chaîne d'approvisionnement du cobalt. C'est une des raisons pourquoi on a fait cette chaîne d'approvisionnement. C'est de savoir qui achète finalement ce cobalt en bout de course, ou même pas en bout de course, mais juste après le producteur. Parfois, vous allez avoir un acteur qui est plus répondant, qui a plus avec qui vous pouvez établir un dialogue plus constructif. Et donc là, vous allez espérer que cet acteur-là va demander à son fournisseur de cobalt d'améliorer ses pratiques sur terrain. Et ça, on voit que parfois, ça donne plus de résultats, malheureusement, que d'essayer de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement local. Je ne veux pas dire que ça ne marche jamais, hein, le plaidoyer au niveau du gouvernement local, parfois ça marche, mais il faut vraiment une dynamique de terrain vraiment large pour que ça ait un impact, et souvent des acteurs influents qui y voient quand même un certain intérêt au niveau local pour que ça donne des vrais résultats. Donc la plainte du gouvernement congolais hier, on peut voir ça comme un retour progressif de l'État congolais dans son rôle de contrôle, la plainte contre Apple sur l'utilisation des ressources, ou c'est simplement pour embêter le Rwanda et c'est simplement ça. Bon, vous avez posé la question en y répondant. C'est bien, vous l'avez posé comme vous l'avez posé, voilà. Ça pose toute la question du contrôle par le gouvernement de son terrain. Oui. Enfin, c'est ça le fond de l'histoire. Oui. Et tout le reste, c'est du cinéma. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a M. Barouti. Oui, M. Barouti, je suis du Congo Kinshasa, et du Congo, République montée du Congo. Je suis originaire du nord-est de Kisangani, mais j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. Je connais un peu la situation parce que je suis impliqué dans le IGF intergouvernemental Forum on Mining Metal and Strategic Metal depuis 5 ans. Je connaissais avant, mais depuis 5 ans, je suis impliqué. Et je suis aussi de temps en temps impliqué dans les peace building en rapport avec les conflits dans la partie est du Congo. Je n'ai pas trop de commentaires, sinon d'abord vous remercier de vos présentations qui montrent votre connaissance du terrain. Et la petite question que je vais poser à M. Eric, mais qui peut aussi être répondue par d'autres présentations, c'est de savoir la façon dont vous avez décrit l'historique des tentatives de travail en commun entre la République du Congo et la Belgique, que ce soit au niveau entre États ou entre les privés. Ma question est de savoir, puisque les époques changent, est-ce que cette possibilité-là est encore possible? Je crois que tout est possible. Voilà. C'est une question de bonne volonté. Maintenant que vous dites que tout est possible, et c'était ça ma proposition quand j'ai lu c'était ça mon impression quand j'ai lu ce que vous faites comme travail. Et je pense, moi aussi personnellement, qu'il faut reprendre ce genre d'initiative. D'abord. Oui, mais pas dans l'esprit de nos cours. Hein. Justement, les situations, c'est bloqué puisque les uns se comportaient en Ogo et les autres se comportaient en affaires. Voilà. Donc, il y a moyen de réfléchir autrement avec de nouvelles donnes. Et je le dis parce que ailleurs, on n'attend pas. J'étais en Arabie et aux Émirats arabes unis au mois de mai pour une autre session sur les investissements. Ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas caché qu'ils ont l'intention de venir en Afrique et s'investir dans tout. Ils n'ont pas caché. On était avec le professeur Keynes à l'OCDE sur les chaînes de valeur des minéraux. Et même après cette conférence, ils m'ont écrit, ils ont dit que l'année prochaine, on est en train de chercher un pays pour aller faire la même chose ici, sur place. Donc, il y a des pôles d'intérêt ainsi partout, mais ce serait mieux qu'on se prépare, comme dit madame ici, on est une vision à long terme. Mais tout le monde peut aller au Congo, hein? Les Émirats, et les Chinois et tout le monde. Oui, mais... le problème, c'est que l'ambassadrice des États-Unis l'a encore dit il y a 15 jours, je pense. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas
un climat d'investissement sûr. C'est ça le problème principal du Congo. Il faut d'abord régler ça. Vous êtes en train de répondre à ma question. S'il y avait ce genre de structure, il y avait moyen de voir tout ensemble. Je termine par l'histoire de après la carrière. On a fait une étude ou une série de consultations avec la Banque mondiale pour les questions de paix dans la partie du Congo. Il était question qu'on installe un bureau de la Banque mondiale à Goma et un autre au Katanga pour essayer de préparer les jeunes, surtout les chrétiens spontanés qui sont dans les mines, pour les préparer à d'autres professions et après les mines. Mais quand le Covid est venu, on a suspendu puisqu'il n'y avait plus de mouvement. Après le Covid, moi-même, j'étais à la Banque mondiale au mois de février, au mois de mars pour une séance de fragilité. J'ai posé la question à la personne qui était en charge. Il me dit non, moi, on m'a affecté comme chef de recherche au Fonds monétaire. Maintenant, c'est une Sénégalaise qui est directrice dans ce domaine. Et la Sénégalaise semblait me dire qu'elle ne peut pas risquer son poste, puisque ça demandait non seulement de reprendre les propositions, mais aussi de faire un plaidoyer. Et semblait me montrer qu'elle ne peut pas trop risquer de se confronter avec ces autorités hiérarchiques en poussant ces projets qui étaient d'abord nouveaux et qui comportaient aussi beaucoup de risques pour son poste. C'est ce que m'avait dit. Donc, il y a la Banque mondiale et d'autres institutions aussi pensent à ça, mais il est question d'avoir un institut qui pousse pour le réaliser. Merci pour ça. Merci beaucoup. Donc, il y a monsieur. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour les 3 présentations. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai en fait 2 questions qui sont un petit peu liées. La première question, on parlait de l'influence de la Chine, et je ne veux pas diaboliser la Chine, mais vous sembliez dire que bon, c'était un petit peu surjoué, qu'en fait, c'était plutôt simplement les mécanismes d'opportunité commerciale qui avaient fait que la Chine avait une situation prépondérante. Je suis un petit peu personnellement étonné, mais sans connaître, hein, mais je suis un petit peu étonné parce que la Chine a clairement une stratégie parfaitement claire et publique, d'ailleurs, de domination d'un certain nombre de secteurs industriels, et notamment de l'énergie renouvelable. Et donc, dans cette stratégie, il y a aussi, je pense qu'une situation quasi monopolistique sur la plupart des matériaux critiques, dont le cobalt fait partie, mais pas seulement. Alors, c'est tout à fait vrai, effectivement, et il y a des trucs qui le montrent, que ce n'est pas une question uniquement de contrôle des sources de minerais, mais c'est surtout une domination au niveau du traitement, hein, donc c'est tout à fait correct. Mais néanmoins, je me pose quand même vraiment la question, on a parlé ici comme si on était dans une logique de mécanisme de marché où chacun des acteurs était relativement libre et où l'État avait un rôle indépendant. On n'est quand même pas tout à fait dans cette logique-là, surtout connaissant la stratégie chinoise des routes de la soie, où les gouvernements des pays hôtes sont très fortement contraints pour des raisons économiques également. Donc, ça me semblait, moi j'étais un petit peu surpris qu'on minimise un petit peu la dimension stratégique de la domination de la Chine sur ces matériaux. Et encore une fois, sur la capture des minerais, mais sur aussi le traitement. En sachant que le traitement, c'est quand même une industrie très lourde et que le développement de cette industrie, on parle de 10 à 15 années de développer. Voilà, donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est plutôt sur les aspects. Donc, l'Europe a publié son Critical Raw Materials Act, dans lequel je n'ai pas lu l'extension, mais dans lequel il y a évidemment un article sur les questions d'éthique et de conditions de travail, etc. Je voudrais savoir dans quelle mesure ces conditions, si vous les connaissez, sont compatibles ou. Enfin, elles ne sont sûrement pas, mais en tout cas, on peut s'imaginer qu'un jour elles soient compatibles avec la réalité du terrain que vous connaissez, notamment en Congo. Je veux bien prendre le premier, même les deux. Donc, je pense que là où je voudrais nuancer, donc évidemment, c'est tout à fait vrai au niveau de la Chine, il y a un vrai alignement entre la vision publique politique et le comportement économique. Ouais. Entre autres parce que justement, une grande partie de l'économie chinoise est étatique. Ouais. Et donc, ils ont les moyens de l'action de leur politique.
Et donc, quand eux, ils décident Belt and Road, ils y vont. Et ils y vont avec des entreprises, des grandes multinationales. Non, en fait, entreprises étatiques chinoises. Et donc, ils mettent en œuvre, avec les capitaux publics, ils mettent en œuvre leur politique publique. Et donc ça, je ne vais pas du tout nier ça. En face, on a l'Occident qui est dans une logique libérale, économie libérale, où la logique politique dit A, et les acteurs économiques disent, moi, mon portefeuille. Et là, c'est plutôt là qu'il y a un vrai disconnect. Et donc, même quand le gouvernement américain dit Critical Minerals, voici la liste, Cobalt est dessus, on doit y aller, on commence à parler avec le président Tshisekedi, on dit qu'on veut être copain-copain, on dit qu'on veut faire ceci, on veut faire cela. On a fait un forum il y a 2 semaines à Kinshasa avec beaucoup d'institutions étatiques congolaises du secteur minier. Il y en avait un qui disait très, très explicitement, arrêtez avec vos paroles, vous venez avec vos paroles, vous ne venez pas avec vos milliards. Pourquoi? Parce que justement, les milliards, eux, sont sujets à une autre logique qui est celle de est-ce qu'on est sûr qu'on aura notre rendement, est-ce qu'on est sûr qu'on aura notre retour sur investissement, de préférence en l'espace de quelques années, vu qu'on n'est pas sûr que dans 5 ans, ce sera le même président, etc., etc., ou que ce sera un président qui voudra bien préserver notre investissement. Et donc, c'est là le disconnect. Et c'est de là que je parle, par exemple, quand Freeport vend le site ultra stratégique de Tenke, le gouvernement américain n'a pas les moyens de bloquer. Ou en 2020, qui s'en fout, la vente est passée, même quand le gouvernement américain avait déjà sa stratégie de dire il faut qu'on re-rentre dans le secteur. Donc c'est là que je voudrais apporter la nuance. Par rapport au Critical Raw Materials Act, alors pour l'instant, on en est encore relativement au début de sa mise en œuvre. Pour le Congo, on a 2 volets intéressants. La première, c'est plutôt sous Global Gateway, c'est par rapport au partenariat stratégique. Donc, vous savez, il y a déjà eu un MOU maintenant entre l'Union européenne et le Congo, et en partie la Zambie. On a annoncé la semaine dernière la feuille de route qui devrait mettre en œuvre ce projet. Malheureusement, elle n'est pas disponible, donc on ne sait pas au niveau de la concrétisation des plans ce que ça signifie. Et à côté, vous avez un autre volet, toujours dans le Critical Raw Materials, qui sont les projets stratégiques qui peuvent bénéficier d'un appui en fait public. Donc là, on rentre un peu dans le modèle. Enfin, je ne suis peut-être pas aussi extrême. C'est plutôt des garanties pays, c'est plutôt des de-risking measures plus que vraiment un appui financier de la même taille que les projets chinois. Et là, on devrait, avant la fin d'année, en principe, avoir la liste des projets stratégiques qui ont été sélectionnés. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a un projet en RDC qui est sur cette liste. Il faut dire que la façon de décider sur la liste des projets n'est pas tout à fait transparente. Donc là, c'est quelque chose d'autre sur lequel on commence à travailler maintenant pour rendre le processus de sélection plus transparent. Mais pour répondre vraiment à votre question, qui est de dire est-ce que ces projets-là peuvent être compatibles avec les conditions socio et environnementales qu'on voit sur terrain, moi je pense que oui. Parce que même si le contrôle étatique n'y est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres contrôles pour quand même arriver à ces normes. Et je pense que si on voit entre Freeport et aujourd'hui CIMOC, Freeport, oui, était obligé de se conformer au code minier congolais qui est relativement, il y a pas mal de dispositions environnementales, c'est pas qu'il n'y a rien. Au contraire, la loi est assez bonne en fait. C'est l'application qui compte. Et donc, quand vous avez une entreprise qui est appuyée, par exemple, avec des fonds publics, même si c'est avec du de-risking, et que pas plus que ça, mais quand même du de-risking, vous pourriez justement utiliser ça comme levier de contrôle social et environnemental, à défaut de vrai contrôle gouvernemental. Ce n'est pas l'idéal. Hein. Dans l'idéal, on aurait juste un bon contrôle gouvernemental. Une sous-question, merci beaucoup pour la réponse, mais une sous-question, c'est beaucoup de gens, et moi personnellement, je n'ai pas d'idée sur la question, je pose la question. Beaucoup de gens disent, mais en fait, si l'Europe impose le respect d'un certain nombre de normes environnementales et sociales, simplement, la production des minerais ou des matériaux critiques sera fondamentalement plus chère, ce qui nous rend plus à la compétitivité, au point de compétitivité qu'on a en Europe. Donc, j'entends ce discours-là et j'ai du mal à mesurer à quel point c'est pertinent ou pas. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit factuellement correct, qu'un projet devienne non plus rentable, enfin ne soit plus rentable, parce que justement les marges, le risque est tel, mais les marges sont aussi très conséquentes, et donc c'est pas qu'il n'y a pas de marge pour se conformer aux conditions sociales, aux normes sociales et environnementales. Là où ça devient plus complexe, c'est justement la corruption. Parce que là, vous avez un site, par exemple, là on est dans le lithium,
le lithium il y en a aussi, au Congo, il y a plein de tout au Congo, mais donc le lithium, il y en a en tout cas en quantité considérable à Manono. Et donc là, depuis 5 ans, les entreprises se battent pour une part du gâteau dans des conditions qui sont tout à fait, franchement, pas gouvernance faible, on va dire. Oui, et c'est très dommage parce que là, c'était un gisement que tout le monde veut. Donc, quelle serait la bonne stratégie? Alors, soit on a un plan clair national qui retourne vers une implication publique plus forte et on met les moyens et on dit que ça, ce serait un fleuron national, ou soit on fait un appel d'offres ouvert, compétitif, pour attirer le meilleur investisseur social, environnemental, fiscal, etc. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Donc ça, c'est plus compliqué. Je dois juste ajouter deux petits mots. Je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. C'est une question d'institution étatique. Hein. On revient toujours à la même chose. C'est ça le gros problème du Congo. C'est pour ça que j'ai dit en Indonésie, il y a un sentiment national, il y a une armée nationale, il y a eu un combat pour la liberté. Et tout ça manque au Congo. Il y a le tribalisme, il y a des intérêts privés, la corruption, etc. Pour les Chinois, en fait, c'est nous, les Occidentaux, qui avons créé un vide parce qu'on a abandonné l'Afrique toutes les entreprises ont couru vers l'Europe de l'Est et vers la Chine en voyant le mirage d'un marché chinois gigantesque. On s'est fait berner là-dedans. Et entre-temps, les Chinois ont pris notre place. Donc, tout ça, oui, ce sont les jeux du marché qui sont arrivés comme elles devaient arriver. Quand on crée un vide, les autres les rendent. Merci beaucoup. Donc, il n'y a que 20 minutes qui nous restent. On prend peut-être la question de mademoiselle et puis on peut prendre quelques questions qui ont été mises dans le Q&A. Merci, je m'appelle Elena Fukita et je suis assistante de recherche à l'International Crisis Group. Et vous allez m'excuser pour mon niveau de français qui n'est pas le meilleur. Je voulais vous demander si vous avez une réflexion sur la déposition de plainte pénale de la part de l'RDC contre la Belgique, les filiales de Apple en France et en Belgique. Si vous avez quelques réflexions sur les possibles conséquences de ça. Moi, Vas-y. C'est pas mon domaine d'expertise, donc je veux commenter en très vague, non. Mais je veux dire, moi, c'est plutôt le Sud que je connais, donc je voudrais d'abord grand caveat. Par contre, je pense qu'il y a deux choses qui sont en jeu. Un, vous posez la question maintenant par rapport à Apple, parce qu'il y a Apple. Oui. La situation à l'Est ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une plainte. Je vais vous donner une anecdote d'ailleurs. Il y a un mois, il y avait un mouvement de la diaspora qui avait organisé un sit-in devant Apple. Je reçois le téléphone de 3 médias flamands et pas des moindres, Radio 1, etc., pour passer à l'antenne, en live, etc., parce qu'il y a un boycott devant Apple Store. Ouais. Maintenant, la situation à l'Est était déjà là avant qu'il y ait le boycott devant le Apple Store. Non, c'est une question pour moi quand même d'attirer une attention. On sait que Apple, ça attire l'attention. Et donc, je pense qu'il y a une partie stratégique d'attirer l'intérêt vers un conflit qui est évidemment régional, où il y a plusieurs parties en jeu. Et donc, même quand vous regardez, quand vous lisez la plainte, pas la plainte, mais le document, l'avis de plainte, le préavis de plainte, il y a eu 2 mois, il y a 2 mois à peu près, le cabinet d'avocats avait déjà publié un mémo pour annoncer que le Congo menacerait de poursuivre Apple. Vous regardez, même sur le titre, c'est Rwanda, machin, machin, machin. Donc, c'est quand même assez clairement dans ce conflit que ça s'inscrit. Après, il ne faut pas qu'on laisse off the hook Apple et ce secteur-là et cette filière-là, cette chaîne internationale-là, parce que depuis des années, il y a une énorme faillite du système de traçabilité organisé par le secteur même à travers l'initiative ITSKI, qui a fait vraiment faillite. Faillite dans le sens où qui a été quand même très, très critiqué. Même les Américains maintenant critiquent l'initiative. Je pense qu'il y a un consensus général que cette initiative de traçabilité a vraiment, vraiment fait défaut. Et c'est ça, en fait, les entreprises internationales comme Apple, mais évidemment, ce n'est pas les seules, il y en a plein, se cachent un peu derrière ces schémas de certification pour dire non, non, mais on travaille tous ensemble à travers ce schéma, et ce schéma fait un bon travail, même s'il y a plein d'indices qu'en fait, ils ne font pas un bon travail.
Et donc, je vais juste m'en tenir à ça parce que, voilà, je pense que ça suffit. Et j'en sais pas plus. Peut-être qu'on peut ajouter qu'il y a aussi un MOU entre l'Union européenne et le Rwanda. Et dans ce MOU, on compte sur l'intervention de l'ETI pour le contrôle des flux de minéraux. Or, le Rwanda n'est pas membre de l'ETI. Et actuellement, on est en train de négocier. Si le Rwanda ne peut pas se dire membre de l'ETI, mais je crois qu'il faut absolument faire un suivi de très près de ce qui se passe en réalité sur le terrain pour éviter que ce MOU ne serve pas comme caution à d'autres choses d'un trafic migratoire du Congo. Peut-être si vous me permettez, bon, même si vous ne me permettez pas, on va prendre quelques questions qui sont mises en ligne. Il y a M. Charlier qui avait demandé, qui demande à Mme Carstens si elle a une recommandation sur ce que la Belgique devrait faire pour aider le Congo sur la gestion des ressources naturelles. Donc, si vous deviez donner une recommandation de la Belgique à ENABA, particulièrement, ou la Belgique en général. Bon, ce que je peux dire de façon diplomatique. Je pense, bon, la semaine passée, il y avait la EU Raw Materials Week, c'est-à-dire le grand forum, la grande fête des matières premières au niveau européen. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, donc c'est pas forcément, je parle pas de la Belgique, je parle de l'Union européenne, c'est l'idée que on a beaucoup de leçons à donner. Ouais, donc, ça m'a vraiment frappé dans ce forum-là. Moi, j'ai beaucoup plus l'habitude du contexte congolais, avec les ministères congolais, avec l'administration congolaise, les entreprises qui sont installées au Congo. Et là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue beaucoup plus ouvert et franc enfin, d'égal à égal. Ça sonne un peu comme si tout le monde doit avoir sa place à la table, mais vraiment où il y a une ouverture d'esprit et d'échange entre les entreprises, la société civile, le gouvernement, alors qu'ici, j'avais l'impression que les institutions européennes, aussi bien vis-à-vis des pays tiers comme le Congo que vis-à-vis de la société civile, il y a une espèce d'attitude qui m'a vraiment frappée, sachant que l'Europe est vraiment à la traîne. L'Europe n'a plus cette position de dominance qui pouvait exister il y a 40 ans. Et donc, il y a comme un décalage entre l'attitude et la politique et le positionnement et la réalité économique qui est celle qu'elle est. Maintenant, par rapport à concrètement, par exemple, si on parle du partenariat européen RDC, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je crois assez fortement que si on ne veut pas aller dans la piste de la corruption, donc faire la compétition par la corruption, c'est-à-dire nivellement vers le bas, c'est d'aller vers vraiment l'idée de la transformation au Congo et comment on peut travailler ensemble pour qu'une partie plus importante des minerais qui sont extraits au Congo puisse aussi être transformée au Congo. Vous êtes sûrement au courant que maintenant le corridor Lobito est en train d'être développé. J'espère que ce ne sera pas juste pour évacuer, sans que ça ne bénéficie au niveau local. Donc, pour moi, ça commencerait par l'électrification. Ça commencerait vraiment par exemple, essayer d'appuyer des modèles économiques inclusifs pour l'électrification, aussi bien de l'industrie que des communautés qui sont sur place. Il y a beaucoup de recettes fiscales qui sont disponibles au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la province, au niveau des communautés minières. Il y a beaucoup de recettes fiscales disponibles là-bas. Il y a beaucoup d'investissements, d'argent disponible au niveau des sociétés minières et il y a de l'appui possible au niveau, alors soit de la Belgique, soit au niveau de l'Union européenne, pour vraiment développer des projets intégrateurs de développement de nouvelles productions d'électricité qui pourraient bénéficier aux différentes demandes. Des choses comme ça, moi, je vois beaucoup plus d'espoir là-dedans que de dire nous devrions imposer ceci, cela. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que avec le track record que nous avons, nous sommes très mal placés, nous n'avons plus aucune crédibilité d'aller donner des leçons ou même des bons conseils aux Congolais. Je crois qu'il faut, comme Elisabeth le dit, maintenant, il faut que l'Europe vienne avec des projets très concrets, des projets industriels, pas de l'aide au développement, des projets industriels et coopérer comme des partenaires internationaux le font. C'est aussi simple que ça. Ouais, juste un petit ajout, c'est venir avec des projets concrets en connaissance de la complexité, de la difficulté du terrain. Et donc, c'est pas. Parfois, j'entends, on fait de la mine durable, on est responsable, etc. Mais une mine durable, ça n'existe pas. Enfin, une mine, déjà, les ressources sont épuisables. Et puis, ben, une mine, ça détruit. Ça déplace, ça détruit. Ben, voilà. Et donc, il faut être réaliste par rapport à ça et honnête et se dire, ben, on va essayer de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible
et que ben, la population locale puisse en tirer un maximum. Mais donc, accepter que c'est pas facile et donc sortir effectivement peut-être de ce statut de ben, nous, on sait faire les choses de manière raisonnable, mais en fait, quand il s'agit de rentrer dans le concret, ben, il faut y aller, quoi. Il faut pas juste parler, il faut mettre l'argent, il faut dire ben, on investit et nous, on va essayer, avec les acteurs qui sont déjà sur place, de faire les choses un peu mieux. Et ça va peut-être encore plus pour les Européennes que pour la Belgique. Il y a un intervenant qui dit que la Belgique finance plusieurs projets, dont le CENPAV avec le Centre Carter et le ITE. Dans l'autre, je veux dire, bon, il y avait ici une question, mais là, je ne sais peut-être que Mme Van der Schoot, on a peut-être déjà répondu. Elle dit que Mme le gouverneur d'Ouala, Fifi Masuka, nous a dit en décembre 2023 que le président Tshisekedi fait tout pour garder toute la production de cobalt et cuivre au Congo, des mines jusqu'au traitement. Quelle est la situation actuelle sur ce plan-là? Je crois que vous avez répondu. Oui, on est en train de, très concrètement, ils sont en train d'essayer de voir c'est quelle zone économique spéciale qui sera sélectionnée pour installer éventuellement une usine. Donc ça, ils sont à ce niveau-là. Très concrètement, hein, si on veut. Les informations. Oui. Alors, il y a une question, mais là, je crois qu'elle est aussi peut-être déjà répondue. Donc, le protocole d'entente, le MOU, donc, entre l'Union européenne et le Congo sur les matières premières critiques et stratégiques, est-ce qu'elle soit suivie des faits en termes de sécurité d'approvisionnement en matière première critique pour l'Union européenne? Mais je crois que donc c'est le MOU entre l'Union européenne et le Congo. Est-ce que ce qui vient d'être approuvé, est-ce que ce MOU sera suivi des faits en termes de sécurité d'approvisionnement en matière première critique pour l'Union européenne? On vous a déjà dit qu'on n'a pas la texte, donc on ne sait pas. Non, on a le MOU qui dit d'ailleurs aussi que ce n'est pas légalement contraignant. Donc... Il y a la feuille de route maintenant. Oui, mais la feuille de route n'est pas encore, celle-là, elle n'est pas disponible. Et bon, de toute façon, on ne promet pas un approvisionnement sûr. C'est ça l'objectif politique. Mais dans le MOU ou dans la feuille de route, il n'y aura pas une clause qui dit vous aurez 5 000 tonnes de cobalt ou 10 000 tonnes de cobalt, il n'y aura pas ça. Oui, il y a encore une question. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup de temps. Je vais prendre avec la dernière de M. Massiala. Dans quelle mesure, Mme Kassan, je m'excuse, c'est toujours fou, dans quelle mesure les politiques de durabilité de compagnies telles que Umicore influenceraient-elles la décision d'approvisionner directement au Congo plutôt que via d'autres canaux, comme ceux de la Chine, vu l'impact établi sur l'activité commerciale des minerais provenant de RDC? Donc, si je comprends bien la question, est-ce qu'un achat direct par Umicore pourrait avoir de l'impact sur la durabilité du secteur? Umicore achète déjà beaucoup au Congo directement. Hein. Donc, Umicore est une des rares entreprises occidentales à s'approvisionner directement, notamment auprès de TFM. Et donc, par exemple, bon, je ne sais pas dans quelle mesure je peux aller dans les détails, mais nous avons déjà des échanges directs avec Umicore, justement pour essayer de parler du problème de pollution dont je parlais tout à l'heure. Et je dois dire que ce dialogue-là existe. C'est déjà un bon début. Et c'est quand même le type d'entreprise qui ensuite va envoyer des questions à son fournisseur pour savoir comment ça s'arrête. Là où c'est difficile, c'est que qui dit pollution dit résultats scientifiques probants, etc. Et donc là, on fait plutôt face à des défis de collecte de données et d'analyse de données. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste dire il y a pollution, ça sent mauvais, pour qu'il y ait un réel changement. Malheureusement, ça ne suffit pas. Pour le reste, il y a plus de commentaires que vous pouvez lire. Moi, j'ai envie de poser moi-même une petite question. Non, mais ça dit qu'on va parler du corridor de l'Orbite maintenant dernièrement. Mais vu la structure de la production du marché, de la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que les États-Unis espèrent gagner avec le corridor de l'Orbite? La production de camoa principalement. Donc cuivre. Cuivre plus que cobalt, je pense. Ils sont raffinés chez eux? Direct, oui. Pour avoir accès à l'achat, pour avoir raffiné chez eux? Oui. Donc pas le cobalt? Moins, surtout le cuivre. Parce que c'est Camoa qui est pour l'instant en première position pour évacuer via l'eau. Oui, c'est une dernière intervention parce que vraiment... Juste à propos des corridors de Lobito, Madame peut-être nous préciser, puisque à ma connaissance, c'est Ivanoé et les Chinois qui gèrent ces corridors-là. Mais je ne vois pas
personnellement à quel niveau les États, puisqu'ils ont promis de réinvestir. Je ne vois pas à quel niveau les États-Unis vont injecter les fonds et prendre une part active dans la gestion du corridor au niveau de l'infrastructure. Donc le concessionnaire, c'est Trafigura plus 2. Oui, ouais. Trafigura, Donc une petite oui. entreprise belge, enfin Oui. je peux peut-être pas dire petite, mais pas aussi grande que Trafigura, on va dire. Ça, c'est le concessionnaire, mais c'est avec l'appui financier quand même des États-Unis. Ouais, donc on rentre encore dans le modèle opérateur économique privé avec un appui étatique. Mais pour l'instant, le concessionnaire, Trafigura plus, c'est dans la partie angolaise. Les négociations pour le volet congolais, donc de Kolwezi à Dilolo, sont encore en cours et n'aboutissent pas, entre autres parce que c'est un chemin de fer SNCC. Est-ce qu'on va vers aussi une privatisation concessionnaire? En fait, si on va dans ce schéma-là, c'est pas la SNCC seule de décider et ça devient une décision gouvernementale, si pas parlementaire. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que le tronçon congolais n'est pas réhabilité pour l'instant. Oui, j'ai parlé avec les promoteurs qui est basé à côté Lima. congolais. Ouais. Oui. Angolais, pardon. Oui, Ouais. oui, j'ai parlé avec lui. Et encore une occasion, si nous réfléchissons sur ce dont je viens de parler avec Eric, si on peut aider à ce côté de la sorte que la Belgique et le Congo soient impliqués dans cette tronçon-là, ce serait quelque chose de bénéfique. Il y a Eric qui parle en Indonésie. C'est pas grave. Il peut toujours venir. OK. Bon, il reste que, je crois on est arrivé à la fin. Vraiment, un grand merci à toutes les personnes qui sont venues, aux orateurs, bien sûr, et aussi aux personnes qui ont suivi en ligne, et parfois même de Bukavu, j'ai vu. Merci beaucoup encore. Et je crois qu'un des prochains séminaires, on va essayer de le consacrer effectivement au corridor de Vito. Okay. Ou bien à l'Est, avec un peu Et avec un peu plus de temps. Normalement, c'est 1h30 maintenant. Oui, on est déjà gâtés. Merci beaucoup. Merci.